Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le dernier épisode de Koh Lanta, le totem maudit, l'épisode 11, qui était un épisode, pas foufou par rapport aux deux épisodes d'avant, on va pas se mentir. C'était sympa, mais il n'y avait pas énormément de suspense, beaucoup de lenteur, on va en parler. Et juste avant de commencer cette petite review, je voulais à nouveau, une nouvelle fois, on ne s'arrête pas, à chaque fois je le ferai, je voulais vous remercier vraiment très fort pour tous vos retours, toutes vos réactions, toutes vos vues, tous vos commentaires. C'est vraiment un bonheur de partager avec vous, de discuter avec vous. Surtout qu'on discute beaucoup, par exemple, de Survivor, qui est l'émission que je suis au taquet en ce moment. J'ai quand même enchaîné une vingtaine de saisons en quelques mois, donc je suis à fond dedans. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir discuter certes de Koh Lanta parce qu'on est en pleine saison, mais également aussi de Survivor, la version américaine. En tout cas, merci encore à tous pour tout ce soutien et de me suivre depuis presque 10 mois dans cette petite aventure de Clem Coco. Donc vraiment, merci beaucoup. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, déclencher la petite cloche de notification. Comme ça, dès que je poste une vidéo, vous serez au courant. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également que Clem Coco est sur Instagram, je suis sur les réseaux sociaux. J'essaye de poster fréquemment. Ça m'arrive parfois de moins poster que d'habitude, mais en tout cas, j'essaye d'être fidèle et d'être au taquet sur ce profil Instagram. Donc, on n'hésite pas à suivre Clem Coco pour avoir toutes les news et tous les posts de la chaîne. Et donc, on va faire pas comme dans l'épisode, on va commencer direct parce que c'est vrai que ça a mis du temps à commencer l'épisode, mais nous on va y aller cash et on fait direct la review. Donc on rentre dans l'épisode avec une musique un peu mystérieuse, ambiance mystique, un peu de suspense, avec un très beau lever de soleil. Donc là on sent que les candidats se réveillent, c'est le lendemain du conseil où Yannick est sorti, on sent qu'il va avoir quelques tensions, il y a eu quelques petites disputes pendant le conseil, donc on est assez intéressé par ce qui va suivre. Et c'est vrai que voilà, c'est les rouges, ils se retrouvent et on sent direct que François domine, c'est lui qui parle, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui gère tout de A à Z. Voilà, il est dominateur partout sur les épreuves, en survie, en social, en stratégie, clairement. C'est l'aventurier de la saison. On fait que voir François pendant tout l'épisode. Alors, c'est pas un candidat que je déteste, mais clairement, il va prendre énormément de place. J'aimerais bien qu'il se prenne un petit blindside dans la gueule, j'avoue. Mais voilà, on sent que clairement, c'est lui qui tient les rênes de toutes les stratégies, c'est lui qui décide de tout. Et il dit clairement, voilà, moi, je veux faire un bloc. On est quand même 7 rouges plus Nicolas, double agent, le petit traître, ça fait quand même une grosse majorité. Et il a pas tort, c'est vrai que même si pour nous, en tant que spectateurs, c'est du pagonging et on se fait un petit peu chier, on va pas se mentir, on aime bien qu'il y ait des surprises, des blindside, des gros tournois de situation. Là, bon, cette saison, clairement... on sent que ça va finir en mode tous les anciens rouges. Je sais que certains d'entre vous disent que Olga est une potentielle gagnante, mais moi je le disais dans certaines reviews, même la semaine dernière il me semble. Mais dans ce cas-là, ce sera une grosse underdog, parce que là, à moins qu'elle soit dans un super binôme la semaine prochaine, ce que je pense, ça peut être potentiellement avec François, par exemple, qui dit que c'est le pire tirage. Mais en tout cas, voilà, je me dis, ça va être compliqué pour Olga, suivi de Bastien. Bon, Nicolas, j'espère qu'il va se faire avoir aussi, mais ça on en discutera. Mais en tout cas, même si pour nous c'est ennuyant, lui, il a raison de faire ça. Il sait qu'il est en majorité, une fois tous les jeunes sortis, après ils vont se battre entre eux, mais on sait que déjà par exemple Maxime, Géraldine ou même Jean-Charles, ils sont au bottom de la stratégie. Donc clairement François il est tranquille, hein, il a une autoroute vers la finale avec Ambre, Louana, potentiellement Fouzi ou Nicolas, mais le reste ça saute quoi, on s'en fout. Donc il a raison, même si nous on s'ennuie devant la télé, et il dit clairement qu'ils peuvent tous se faire confiance, et même Maxime qu'il félicite. Maxime, bravo Maxime, on t'a bien pris pour un con et t'es resté fidèle, bravo, t'es vraiment voilà le beau benet qu'on peut bien manipuler, merci à toi. Et il le félicite en tout cas de ne pas avoir trahi les rouges, mais Maxime il rebelle un peu, voilà, il est pas content et il dit clairement, ben voilà, j'ai servi d'appât, pendant le conseil j'apprends que j'étais dans le viseur plusieurs fois, stop quoi au bout d'un moment, mais je le comprends, même si bon, je pense que c'était clairement comme pisser dans un violon, mais bon, au moins il a dit, il a tapé du poing en disant « Non mais arrêtez maintenant, hein, j'en ai marre d'être toujours au bottom et d'être servi comme appât. » Oui, enfin je pense que Maxime, une fois que les jeunes sont sortis, tu es le prochain. Pourquoi tu n'as pas trahi ? Je veux Maxime le traite, s'il vous plaît. On va bien voir que, toujours pas, il continue à suivre comme un mouton, ce qui est bien dommage. Malgré tout, malgré cette petite colère, on sent François, lui, qui est observateur. On sent que lui, il est vigilant, voilà. Il veut quand même voir ce qui se passe dans son troupeau, voilà. Il voit que Louana et Maxime, ça se passe pas très bien.
il veut arrondir les angles pour qu'on avance tranquillement, voilà. Tous les rouges tranquillement avec Nicolas le perfide. Et puis tranquille, voilà, calmons-nous. On sent qu'il y a une petite discussion avec Luana, qu'ils essaient de remettre les choses à plat, qu'ils essaient clairement de s'expliquer. On a Maxime qui règle un petit peu ses comptes avec les deux filles, surtout Luana, parce que c'est Luana qui a beaucoup parlé au conseil. Et elle, voilà, elle trouve qu'il prend trop de place, qu'il est saoulant. Elle dit même qu'il nous a tapé plusieurs fois sur le coquillage. Petite expression. Il y a toujours une petite expression à chaque épisode. Très bien, moi, ça me fait des punchlines pour les prochaines vidéos des prochaines saisons. C'est parfait, merci Luana. Et voilà, elle dit clairement qu'elle a pas kiffé pendant le conseil que Bastien, voilà, il déballe tout de but en blanc. Elle a même pas pu parler avec Maxime avant. Clairement, elle a été devant ses vérités. Elle le dit pas ça, mais bon, elle a été devant ses vérités. Elle dit non, mais non, voilà. En gros, elle a pas assumé. Ça fait 2 fois, hein, Luana, qu'elle assume pas. Le vote de Colin, même si elle a pas voté Colin, mais elle a pas trop défendu pour le sauver. Et ensuite, le fait que Maxime elle soit dans son viseur avant la réunification et après la réunification. Clairement, elle n'assume pas trop. Et ça me déçoit un peu de Luana. Pourtant, c'est une candidate que j'aime bien. C'est pas ma préférée, mais en tout cas, je la soutiens depuis le début. Donc, j'avoue que ça commence à faire beaucoup, la Luana. Surtout que j'ai rêvé que tu fasses Blindside la semaine dernière. Même si je t'aimais bien, je pense que ça aurait été rigolo à l'écran. Mais bon, voilà. En tout cas, je trouve qu'elle assume moyen. On a même Ambre de son côté qui essaie d'apaiser la situation, qui est en mode peace. Hein. Le but, c'est qu'on s'entende bien, qu'on se supporte jusqu'au bout. Et Luana, elle dit à Maxime qu'elle n'a rien dit dans son dos et que voilà, tranquille, pense pas des choses comme ça, nanana. Mais what the fuck, en fait, t'as parlé 1000 fois dans son dos, que ce soit en interview avec tes copines, t'as essayé de le sortir, t'en as parlé à Yannick, faire stop, quoi. Non, Luana n'assume pas et ça me fait pas du tout plaisir. De son côté, on a une Anne-Sophie qui se sent clairement bernée, voilà, elle se sent un petit peu trahie, parce que c'est vrai que bon, elle s'était un petit peu arrangée avec Maxime pour voter éventuellement Luana, pour faire un petit blindside qu'on aurait bien kiffé. Bon, ils discutent de ça devant Nicolas, hein, parce qu'ils savent toujours pas que c'est un petit traître, donc ils discutent tranquillement devant Nico, qui va sûrement tout répéter au rouge, impatient, honnêtement impatient qu'il se fasse démasquer, qu'on rigole un peu, hein, j'avoue. Et on parlera de Nicolas un petit peu, mais c'est vrai que là, le montage de Nicolas, plus du tout gagnant, hein, il est plus dans ma dream list, hein. Clairement, il a une petite image un peu de double face, donc je pense que ça va être compliqué pour lui pour gagner, en tout cas la saison. Et voilà, donc on revient sur Anne-Sophie qui s'est fait avoir. Elle est très triste de perdre en plus Yannick. Yannick, c'était clairement son vilain depuis le début, et donc elle le vit plutôt mal, mais on peut comprendre, surtout que maintenant, ils ont plus que 4, voire 3 anciens jeunes, ça va être compliqué pour eux. On sent vraiment que par contre, Luana a les oreilles qui sifflent, parce qu'elle s'en prend plein la gueule. Beaucoup de gens la clashent en mode bon c'est bon, on aurait pu la sortir, ça aurait été trop bien, c'est une grosse mytho, elle assume rien. Pas dit exactement comme ça, mais en gros en résumé c'est ça. Et je les comprends un peu, surtout qu'ils comprennent pas du tout la situation de Max. On sent clairement qu'il est au bottom, il est au courant un petit peu, même s'il le découvre légèrement au conseil. Certes, mais bon, faut pas être trop naïf non plus, Maxime. Tu voyais bien que t'avais pas les mêmes affinités. François-Ambre, Ambre-Luana, Luana-François. Clairement, Maxime, faut arrêter d'être aveugle. Hein. Au début, on sent que c'est le pauvre Maxime, il se fait avoir. Mais en même temps, ils lui en veulent aussi un peu parce que ils lui ont fait confiance et lui, il leur a fait un petit peu à l'envers. Il a fait style, ouais, non, mais vous croyez que vous allez me berner comme ça, nanana. Mais en fait, c'est les rouges qui te bernent. Donc voilà, ils lui en veulent un peu, ce que je comprends aussi. En fait, c'est vrai que c'est pas mal le bordel dans la tête de tout le monde. On a cru qu'on pouvait avoir une belle situation de blindside et finalement non, et c'est un peu la faute de Maxime, j'avoue, même si je n'aime pas m'acharner sur lui parce que je trouve que tout le monde est sur ses côtes et c'est dommage. Et on a une Anne-Sophie qui se sent complètement esselée, elle comprend que voilà, ça va être clairement rouge contre jaune, un super pagongling qu'on adore, mais elle veut se battre. Voilà, elle n'y croit pas trop, mais elle veut se battre quand même. Ensuite, on arrive à la maison des jurys, donc ça je suis ravi parce que j'adore ces moments-là, quand les candidats qui sont dans le jury final découvrent qui a été éliminé au conseil. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ne montrent pas également les arrivées des candidats éliminés sur les épreuves. Je m'étais fait la réflexion dans les 4 terres quand Fabrice et Bertrand Camel s'étaient fait éliminer, on les voyait pas arriver, alors que je pense que Adja aurait été choqué de voir Bertrand Camel arriver à la maison du jury, même si après elle aurait compris que c'était sur une épreuve, certes, mais j'aimerais bien aussi avoir ses réactions, ça pourrait être pas mal. En tout cas, là, je ne me plains pas parce que on voit les réactions, c'est vrai que dans certaines saisons, on l'a même pas vu. Par exemple, dans la légende, alors que apparemment c'était saut tendu dans la maison du jury, c'est Namadia qui l'avait dit, en disant qu'il valait mieux filmer la maison du jury, que c'était beaucoup plus intéressant pour le spectateur parce qu'il se passait 1000 trucs. Donc c'est un peu dommage qu'ils aient rien montré. Là, je sens que cette saison, ils vont montrer. Donc, on a Colin et Pauline qui discutent vite fait sur quel candidat va débarquer. Et c'est vrai qu'on a Colin qui pense surtout à un jeune, hein, il est assez lucide. Et Pauline dit clairement que ça peut être Maxime, parce que c'est vrai que voilà, il est rouge, mais jeune, on sait pas trop. Elle-même est consciente que c'est une target pour les rouges dès que les jeunes vont sortir, donc pourquoi pas le sortir avant. Mais Colin, on est persuadé que non, ça va être un jeune. Et puis, Yannick débarque, donc voilà, pas
super surpris non plus, hein, c'est pas la grosse surprise. Yannick clairement dévoile tout, il explique la situation, les stratégies qui ont été faites, le fait qu'il voulait blindsider Luana, qu'ils en ont parlé à Maxime, mais qu'il a fait style oui, et qu'il finalement il s'est retourné contre eux, enfin bref, gros bazar qu'on a eu la semaine dernière. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Yannick dit que c'est surtout la faute de Bastien, parce qu'il en a parlé à Maxime, voilà, que c'était Luana et pas forcément un autre candidat. Et oui, en soi, c'est vrai que Bastien a joué trop vite. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Effectivement, Bastien avait brûlé des étapes dans la stratégie. Bon, on savait que Bastien n'était pas un grand stratège, mais voilà, ils se sont grillés en 3 secondes à cause de Maxime, donc c'est un peu la faute de Maxime, mais c'est aussi un petit peu la faute de Bastien. Et il a un petit peu raison, Yannick. Et très rapidement, Pauline, qui n'a clairement pas la langue dans sa poche, voilà, elle parle très rapidement, elle parle très facilement, pas besoin d'insister. Et elle dit clairement que voilà, Nicolas, c'est un agent double, hein, il faut pas qu'ils espèrent de compter sur lui, hein, il va bien trahir, bien changer dans tous les sens. Voilà, bon, Yannick, on ne sent pas trop surpris, hein, voilà, il est pas non plus choqué. Il dit juste, ah d'accord, donc ils sont passés trop, je mets 8. Mais à sa place, j'aurais retourné la planète en mode, mais c'est une blague, en fait, c'est un gros mytho. Et Yannick, non, on sent que peut-être il s'en doutait un petit peu, je sais pas, vu que c'est peut-être coupé au montage, les doutes des jaunes, mais en tout cas, vu qu'il parle des stratégies devant lui, on se dit, bah non, il n'y a pas de doute. Moi, je sais pas, je l'ai pas senti si surpris que ça, j'étais un peu, voilà, choqué de voir sa réaction, c'était neutre. On retourne sur le camp et on voit directement du matériel et ce sont des flèches et une cible. Et donc là, il y a Géraldine qui débarque de nulle part. Donc on sent clairement que c'est la prod qui a dit Géraldine, tu peux aller là-bas s'il te plaît, il y a du matos, faut que tu réagisses, il faut qu'ils aient au candidat qui a ça clairement mise en scène, hein, on va pas se mentir. Et voilà, elle découvre les objets, il y a un petit mot et très rapidement, voilà, on sent que ça va être petite journée d'entraînement. On a même Maxime qui casse l'ambiance. Maxime a tendance à beaucoup casser l'ambiance, hein. C'est vrai que je peux comprendre des filles qui disent que il râle tout le temps. Mais 2-3 fois dans l'épisode, je me suis dit, oh là là, Maxime, toujours négatif, mais stop. Alors que je suis devant ma télé. Alors imaginez si j'étais sur le plan avec lui. Avec ses citations de Napoléon et de Gaulle, tu es éliminé, insupportable. Je comprends un petit peu les filles. Elles passent pour des pestes sur les réseaux, Luana et Ambre, ce que je comprends moyen. Hein. Je comprends pas pourquoi elles sont si détestées que ça, alors qu'on est loin d'un binôme Maxine et Laure, alors que j'aimais beaucoup Laure, hein, moi perso, Maxine un peu moins. Mais... En tout cas, je ne comprends pas la haine contre elle, mais c'est vrai que je les comprends. Du coup, hein, parce que Maxime, même si je le défends un petit peu, parce qu'il a un montage dégueulasse et que tout le monde s'acharne sur lui, c'est pas non plus les pires pestes qui font que le clasher. Voilà, je me dis, il doit être un peu relou à vivre aussi. Hein. Donc, je 50-50. Je mets de l'eau dans mon vin et je me dis, bon, les deux camps se défendent quand même. Et donc, Maxime, je disais, je vais m'en sortir. Maxime dit, oui, ça devait être une journée sans embrouille, mais en fait, non. Il sent que ça va être l'épreuve où ils cassent des flèches entre eux et que c'est vrai qu'on a souvent des dramas. Mais ça peut être intéressant, on peut voir des stratégies comme dans les armes secrètes où Shanice, Myriam, Thomas et Mathieu s'étaient retrouvés les 4 derniers et que les autres jaunes un peu esselés se sont dit « Ah, très bien !» Et c'est là où on a vu la trahison de Shanice, qui était pas forcément un super coup de Vincent, mais qui était sympa à voir quand même. Donc on sent que ça peut être une épreuve qui peut faire du drama et nous on kiffe quand même un peu. Moi j'avoue que j'aime bien les petits dramas. Donc ça peut être intéressant. On sent que Olga est déterminée pour l'épreuve, on la sent guerrière. Géraldine fait une première tentative devant tout le monde et elle fracasse un peu tout, hein, Géraldine, elle est bonne. Hein. Franchement j'étais choqué et Géraldine, de plus en plus surpris sur les épreuves. Depuis le début, je la défends un peu, mais là, vraiment, à chaque fois, elle lâche pas. Hein. Je trouve que voilà, bon, elle a pas non plus de 70 ans, mais c'est la doyenne, je crois, de ce qui reste comme candidat. Et elle lâche pas le morceau, elle se bat, hein. Je trouve ça vraiment cool. En tout cas, là, elle montre qu'elle a un petit niveau. Et puis, petit entraînement commence, on a un petit balai de petits candidats qui font leurs essais, voilà. Et puis, Olga témoigne, elle dit, voilà, je me sens pas du tout à l'aise avec eux. On sent que c'est les rouges. Ils se sont directement jetés sur le matos. C'est vrai que nous, on a testé un peu vers la fin. En tout cas, je me sens pas à ma place. Surtout qu'à un moment, François lui propose de l'aider. Il dit clairement, ah ben je vais aider l'ennemi. Et c'est vrai que Olga le regarde en mode, ah je suis ton ennemi. Non, mais sur le tir à l'arc, oui, essaie de te rattraper, François. Clairement, dès que tu vas voir le planter un couteau pour qu'elle sorte, tu vas le faire. Donc, on sent qu'il y a une petite tension là. Et puis, nouvelle confession d'Olga qui dit qu'elle a fait pas mal de tirs à l'arc. Donc, elle a un petit niveau. Elle sent qu'elle peut bien s'en sortir. Et on sent qu'il y a un petit niveau quand même en général. Parce que c'est vrai qu'il tire plutôt bien. Sauf Anne-Sophie qui tire complètement à côté. Mais très rapidement, petite maline qu'elle est, on apprend que c'était une petite stratégie pour montrer que voilà, elle n'était pas si forte que ça. Et sur l'épreuve, elle va se révéler un petit peu et dire bon, mais voilà, moi je suis dans la place. La flèche, elle va au milieu de la cible, il y a quoi en fait? Petite stratégie d'Anne-Sophie. Hein. Franchement, Anne-Sophie en stratégie, elle est pas si mauvaise. C'est vrai qu'il y a pas mal de ces stratagèmes qui se sont pété la gueule, mais je trouve qu'elle a de l'idée. Faut juste la rendre un peu plus intéressante au niveau pratique, mais en tout cas, en théorie, elle est pas si mauvaise que ça. Et là, petit entraînement entre hommes, on a clairement les mâles alpha
Alpha sont en place. On a Nicolas, Bastien et François. Et puis petit challenge, voilà, on a Nicolas qui est en mode si t'en tires 5 dans le milieu, je te donne ma bouffe jusqu'à la fin de l'aventure. Alors entre hommes, oui, on va se donner le gros défi là, ouais, on va pas flancher, on va tout donner. Je suis un mâle, je suis un dominant. Et donc François, il y va quoi. Clairement, il montre qu'il est dans le game et qu'il a un sacré niveau quand même. Je suis choqué de son niveau. Et effectivement, bam, 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 les 5 flèches dans la cible en plein milieu. Donc Nicolas perd son défi. Bon, François n'est pas horrible et il ne prendra pas sa bouffe jusqu'au bout. Mais François, dans son rôle de mâle dominant, de chef de file, il a réussi son défi, donc il est content. Il est content le monsieur, donc c'est très bien. Je suis un peu dur avec François, mais il m'a un peu touché dans cet épisode, je vous dirai à quel moment. Mais c'est vrai que là, stop quoi les mecs. Arrêtez. Déjà que vous voulez tous sortir vos couilles sur la table, stop, arrêtez. Là, vous êtes en mode, bref. Du pur mâle dominant alpha, on adore. Et puis ensuite, moment de survie avec Ambre qui pêche carrément un poisson à la main. Allez hop, ça dégage. J'ai pêché mon premier poisson, mais je l'ai pris à la main. Ok, super. Elle est quand même très fière d'avoir pris avant François. Ah, le mâle dominant, ça va piquer, ça va faire mal à son petit ego. Et on sent que François, voilà, le mâle alpha renaît de ses cendres encore, même si bon, il n'avait jamais été éteint, clairement. Et il dit, non mais c'est bon, tu m'as mis au défi, allez hop, moi je prends le harpon, ça dégage. Et il part avec tous ses copains mâle alpha et ils vont pêcher des poissons un maximum pour bien montrer à Ambre que bon, elle est moins bonne quoi. Clairement, ok, t'as attrapé un poisson, mais c'était peut-être un miracle. Il sort même des petites expressions en mode on va ouvrir une poissonnerie, moi j'ai vidé l'océan, gna gna gna. Enfin bon, on sent qu'il veut tout fracasser et qu'il veut bien montrer que c'est le chef de la troupe. Mais bon, ça porte ses fruits puisqu'elle en attrape un, donc c'est plutôt pas mal. Bon, ok, mais elle en a attrapé un aussi, Ambre. Et clairement, elle le dit, mais j'ai attrapé avant toi en fait. Dans tous les cas, ce sera moi la première all time en fait. Donc lâche la faire. Et d'un autre côté, on a le gars, elle ne cherche pas un poisson, elle cherche un collier. Parce qu'elle est clairement dans la merde, et ça je peux comprendre. Au bout d'un moment, on n'a pas le temps. Il faut absolument trouver un putain de collier. Et vu les plans qu'il faisait, il nous dira, elle va le trouver, c'est sûr. Là, la prod, ça fait plusieurs fois qu'il la montre en train de chercher le collier. Si elle n'en trouve pas un dans cet épisode, stop quoi quand même. Bon, finalement, ce sera pas dans ce moment-là, donc je me dis, ah, peut-être pas finalement. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça fait plusieurs fois que on la voit en train de chercher des colliers. Forcément, au bout d'un moment, elle va en trouver un. Donc ce sera pas dans cette scène, puisqu'elle galère pas mal, et on sent qu'elle est quand même plutôt perdue. Le retour de François le mâle alpha qui a pêché non pas un, non pas deux, mais non pas trois, mais 4 poissons. Il est très très fier, il montre sa puissance devant Ambre. On sent qu'il y a un petit duel entre les deux habitants de Montpellier. Bon, ok, pourquoi pas. Et voilà, Ambre dit quand même, bon, voilà, ok, je suis quand même content qu'il ait amené des poissons, ça nous fait manger. Et c'est vrai que Ambre est un peu plus humble, et moi, j'ai envie de tout casser, c'est moi la meilleure, etc. C'est vrai que bon, François, petit melon, hein, franchement, je pensais pas qu'il était à ce point-là. Je trouvais justement que depuis 2-3 épisodes, même s'il faisait le papa, le daron, le padré, je trouvais qu'il avait pas non plus un ego énorme. Voilà, il félicitait les autres candidats, il les soutenait. Souvent, il disait, oui, mais c'est parce que j'ai fait ça dans ma vie, alors forcément, c'est plus facile pour moi. Là, entre les défis des 5 flèches et les poissons, stop, c'est bon, calme-toi, c'est pas parce que tu pêches pas un poisson que tu n'es pas un mâle. Ne t'inquiète pas, tu es un mâle dominant. Mais niveau pêche, ce sera pas François qui a fait le meilleur travail aujourd'hui, ce sera Jean-Charles. Alors, pour une fois qu'il est utile, parce que sur les épreuves, il est 0. En stratégie, il est 0. Mais en social et en survie, il s'en sort plutôt bien, et surtout en survie, puisqu'il a pêché une sèche, qui est assez grosse quand même, elle est assez fat, et on sent que c'est quand même une bonne journée de pêche pour tout le monde. On a même Fouzi qui en chope 2, voilà, de son côté, hop, comme ça en fait encore plus, et il fait même une petite dédicace à son père, avec lequel il pêchait en Algérie, donc petit moment historique sur Fouzi, et il parle de son papa, comme quoi il a envie de le rendre fier, nanana, bon, c'est vrai que bon, moi je l'aime bien, donc ça va pas déranger, mais je peux comprendre qu'on s'en moque un peu, hein. Et on a un petit portrait de Fouzi, et c'est vrai que là on a un portrait très à l'américaine, hein, très winner, casse-cou, moi j'ai galéré dans ma vie, ma maman elle est décédée, j'étais ancien gros et maintenant j'ai grave perdu. Alors moi j'ai trouvé ce portrait très sympa mais très américain. Je pense qu'il a beaucoup souffert dans sa jeunesse. Bon, il était ancien gros, en gros comme il dit, ou ancien, il était en forme quoi on va dire. Un petit peu rondelé. Et sa maman, malheureusement, nous a quittés. Et c'est vrai que ça fait un très portrait américain. Ça fait genre, j'ai galéré dans ma vie. Et maintenant, regardez, je suis Mbappé de la finance. Je suis grave bien collé. Je m'en sors super bien malgré tout, etc. C'est un beau portrait, mais trop américanisé, je trouve. Alors déjà que les portraits, je sais que pas mal d'entre vous en ont rien à faire. Moi, j'avoue que ça me dérange pas, les portraits. J'aime bien un peu découvrir l'univers et la personnalité un peu des candidats chez eux, au quotidien. Un peu voir leur jardin secret. Mais là, c'était trop. Trop de américanisé, trop le portrait idéal. En tout cas, on a un moment dans les bureaux quand il est en train de travailler avec des gens, mais de l'acting, c'est Hollywood Girl, quoi. C'est acteur studio.
choqué. On a l'impression qu'ils sortaient tous du cours Florent, donc je me suis dit, bon, bah ok, niveau acting, c'est pas mal. Vraiment, pour moi, le portrait est trop parfait, trop lisse, trop... je pense que version américaine, il n'y a pas de portrait dans Survivor, mais s'il y avait des portraits, il y en a, ils auraient des portraits comme ça, quoi. Donc, beau portrait, mais un peu poussif, je trouve. Après, ça m'empêche pas de quand même aimer Fouzi. Donc, en résumé, après ce portrait, il veut clairement rendre fier sa famille et surtout son papa avec qui il a une relation plutôt fusionnelle. Je pense que quand sa maman est partie, du coup, ils sont vachement rapprochés. Et c'est vrai que voilà, petit moment d'émotion pour Fouzi. C'est un candidat que j'aime bien, donc ça va pas déranger, mais je peux comprendre que ça agace. Ensuite, petit moment cuisine, on a toujours pas d'épreuve. J'avoue que là, ça fait déjà 1 heure que l'émission a commencé et encore, bon, j'exagère parce qu'il y a eu 36 pubs, mais je me dis, les épreuves, c'est jamais en fait. On regarde juste des gens vivre, mais je regarde pas The Island en fait sur M6, je regarde Koh-Lanta. Donc moi, je veux des épreuves, des stratégies et des éliminations. Et non, donc petit moment cuisine, petit moment brochette. Et là, François, le mal alpha, ça va plus. En 3 secondes, il s'effondre, il a le cul par terre, ça dégage. Et il y a un effet au ralenti en mode François avec des échos et tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce montage là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pété un câble dans les studios de TF1 ou quoi? Ça m'a tué. Attends, mais pourquoi ils font ça? Mais n'importe quoi. Donc il tombe, ok. Donc on se demande un petit peu ce qui s'est passé. Même lui, il ne sait pas parce qu'il dit j'étais en train de penser à un truc et la seconde d'après, j'étais les fesses par terre. Ah d'accord. Géraldine nous conseille de se reposer et c'est vrai qu'elle a raison. Même Ambre lui dit ou Maxime, il faut qu'il se repose. Voilà, il faut peut-être trop en faire vu que voilà il veut être le mec dominant. Je peux comprendre, ça fait partie de sa personnalité, donc difficile de changer, même à s'adapter à tous les candidats qui y a autour de soi. Mais là stop, tu veux être numéro 1 sur les épreuves, numéro 1 en stratégie, numéro 1 en pêche, stop François, pose-toi. Voilà, il sent vraiment que son corps lui dit stop et qu'il faut absolument qu'il se pose. Et comme il dit, c'est vrai que Koh-Lanta c'est un marathon, voilà, faut pas tout donner dès le début, sinon on lâche et on part sur un abandon médical ou parce qu'on est trop faible sur les épreuves. Et même si je le porte pas dans mon cœur, là c'est vrai que c'est assez juste. Il faut vraiment qu'il se repose. Donc petit moment bouffe avec la grosse pêche du jour, donc on se fait plaisir. Et petit moment, petite nuit devant le feu, ça doit être très agréable. Même moi limite j'avais envie de me coucher à côté d'eux parce que ça doit être très sympa. Bon, je n'aimerais pas être affamé, sale et en mode stratégie tous les jours, mais j'avoue que je me suis dit ça doit être sympa une soirée comme ça sur le sable avec du feu. Apparemment, c'est interdit de faire du feu à la plage. Bon, mais dommage, on ne vivra pas ça. Mais en tout cas, ça m'a bien donné envie de les rejoindre. Le lendemain matin, on sent que les candidats, ils sont déterminés pour l'épreuve qui les attend. Ils se sont entraînés, ils sont au taquet. Ils décident de pas trop manger cette fois parce qu'ils savent que c'est le tir à l'arc, donc il faut pas faire de gros efforts. C'est pas le parcours du combattant ou une grosse épreuve physique. Donc je dis voilà, on va manger un petit peu de la canne à sucre, un peu de manioc, ça dégage, mais pas de grosse bouffe parce que là, on n'a pas forcément besoin d'énormément d'énergie. On sent un Maxime qui est motivé, voilà. Il met même sa petite ceinture fait maison parce qu'il a perdu du poids. Déjà que bon, il était pas très épais, il était musclé, on va dire, dessiné. C'est vrai que là, bon, ça commence à être compliqué pour lui. Et il met son bracelet porte-bonheur. Là, je me suis dit, oula, ça va mal finir pour Maxime, s'il parle de ça. Oh, heureusement que c'est pas éliminatoire parce que c'est un plan à se faire éliminer, ça. De son côté, Jean-Charles espère gagner l'épreuve parce que c'est vrai qu'il a toujours été mauvais. Alors clairement, il assume, mais en même temps, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Tu as été mauvais du début à la fin, Jean-Charles. Donc il espère gagner, pour au moins en gagner une pour changer la tendance. Et donc les candidats arrivent à l'épreuve et direct, Denis annonce la récompense. Donc il dit clairement qu'il y aura un petit repas qui les attendra au bord de la plage, un repas très sympathique, typique, voilà, d'Asie, très sympa. Et qu'ensuite ils dormiront avec un matelas, coussin, couverture, enfin tranquille, en mode confort. Et petit déjeuner le matin. Ça fait plaisir, clairement, on a envie de gagner cette épreuve. Et il annonce un truc encore plus fort, ils pourront appeler un proche. Alors là, clairement, ça brille dans toutes les têtes. On a une Géraldine qui est en larmes, elle veut parler à ses enfants. Et un de ses enfants s'appelle Clément. Très joli prénom, elle a bien fait, elle a du goût, la Géraldine. Anne-Sophie, c'est pareil, elle veut voir ses enfants, voilà, elle veut pas forcément leur parler, les voir, etc. Ça la dérange pas énormément, c'est surtout savoir comment ça se passe sans elle. Nicolas est en larmes, bon, clairement, plus, mon gamin. On va pas reparler du fait qu'il dit que Colin n'est pas d'enfant, donc il a pas d'image à montrer. Et que lui, l'image qu'il montre, je ne suis pas sûr que ce soit excellent. Anyway, mais en tout cas, il est en larmes, et voilà, il va absolument avoir ses enfants au téléphone. Olga aussi est en larmes, elle n'a pas d'enfant, mais elle veut vraiment avoir son mari au téléphone. Et Denis annonce une malédiction. Voilà, vu que vous êtes 11, ça sera en équipe. Donc, petit twist sur l'épreuve, ça nous rappelle la guerre des chefs. Et il dit, vous êtes 11, donc la dernière personne qui ne sera pas choisie, elle a la malédiction, parce qu'elle ne sera pas à l'épreuve, elle va direct au camp. C'est ça la malédiction? C'est ça la malédiction. Si tu n'es pas choisi, tu rentres au camp. Gna. C'est pas non plus une malédiction incroyable. Je m'attendais à un vote en plus, ou double vote, ou un truc vénère, quoi, je sais pas. Donc un peu déçu, mais bon, on accepte, ça s'appelle quand même le totem maudit. Je me dis, il faut que c'est un gros pouvoir, quoi. Et en fait, bon,
il rentre chez sa mère et voilà, c'est tout. Ok, très bien. Et donc, c'est une épreuve en équipe, comme je disais, et ils tirent les boules tous pour déterminer qui seront les chefs d'équipe. Celui qui a la boule verte sera chef d'équipe et choisira en premier. Celui qui a la boule orange sera aussi chef d'équipe mais choisira en deuxième. Et donc, ils tirent, et comme de par hasard, nous avons François le mâle alpha qui tire la boule verte et Nicolas qui tire la boule orange. Et donc, c'est le moment de se choisir, hein, comme à l'école, comme quand on faisait des équipes de ballon prisonnier ou de foot et que j'étais rarement choisi dans les premiers. Bon, en ballon prisonnier, je me débrouillais bien. J'aurais bien été américain, j'aurais tout fracassé au dodgeball. Par contre, le foot, personne ne me choisissait. Donc, j'étais dernier, j'étais en mode Jean-Charles, hein, clairement. Et François commence et il choisit Fouzi. Et on sent que Fouzi et François, ils se rapprochent de plus en plus, que c'est devenu son bras droit et que clairement, même s'il y avait un carré final à 4, un carré, c'est 4. Mais dans Koh Lanta, il y a des carrés à 5. Je ne connaissais pas cette forme, mais pourquoi pas. Et je me dis qu'il aurait peut-être sacrifié éventuellement une Pauline, si elle avait perdu l'épreuve, ou sortir un Jean-Charles qui, à la base, était beaucoup plus dans la stratégie que Fouzi, au tout début quand il était chez les Roules. Donc, enfin bref, il choisit Fouzi. Nicolas choisit Maxime. J'étais un peu surpris. Mon Maxime est si fort que ça à l'épreuve. Ok. François choisit ensuite Louana. Alors, pourquoi pas Ambre et Louana d'abord. Bon, je me dis peut-être que, vu qu'elle est plus forte sur les épreuves que Ambre, en tout cas en individuel, il s'est dit peut-être plus Louana. Nicolas choisit ensuite Géraldine, je pense que c'est par rapport à ses prestations à l'entraînement qui a un petit peu surpris tout le monde. François ensuite choisit Bastien, parce que bon, Bastien est un bon candidat sur toutes les épreuves, donc pourquoi pas. Nicolas choisit ensuite Olga, qui avait fait de quelques tirs plutôt sympas, surtout à côté de Ambre ou Anne-Sophie surtout, qui avait fait des tirs complètement à côté. François lui choisit sa petite Ambre, donc pas très surprenant. On par contre un peu lourd sur Twitter comme quoi ils s'étaient rapprochés, ils sont en couple, n'importe quoi, arrêtez. Quand c'est pas Olga et Colin, bah maintenant c'est Ambre et François. N'importe quoi. Et ensuite, Nicolas, il doit choisir entre les deux derniers, soit Jean-Charles, soit Anne-Sophie. Et malgré les tirs d'Anne-Sophie, il prend Anne-Sophie parce que c'est une mère de famille. Donc là, c'est encore les parents ceux qui ont des enfants qui passent avant, comme d'habitude. De toute façon, Koh Lanta, ça ne changera jamais. Et je pense que dans la vie de tous les jours, c'est un peu pareil. Et donc, il choisit Anne-Sophie parce qu'elle a des enfants et Jean-Charles, qui n'a personne à part son chien dans sa caravane, rentre chez lui, part sur le camp tout seul pour manger sa sèche. Et voilà, il dit clairement, ouais, je m'y attendais, je suis pas du tout surpris vu mes prestations, il n'y a aucune rancœur, la vie est un arc-en-ciel et je mange des nuages étoilés. Enfin, what the fuck, Jean-Charles, tu peux pas être trop gentil comme ça parce que bon. Du coup, moi, je le trouve super attachant malgré tout, malgré qu'il soit mauvais dans plein de thématiques d'un aventurier de Koh Lanta. Mais bon, je me dis, oh là là, mais vas-y, Jean-Charles, rebelle-toi un peu, arrête de sourire tout le temps. Bon, après, je pense qu'il doit pas être difficile à vivre, hein, ce garçon. Mais je me dis, putain, mais rebelle-toi un peu. Et je me suis dit, ça se trouve, voilà, il va nous faire une petite Lucie des armes secrètes. Il va avoir une petite boîte de bananes avec un indice sur le collier. Non, pas du tout. Il va rien avoir, il va rentrer chez lui. La malédiction sur sa tête, une malédiction vraiment pas ouf. Mais voilà, donc Jean-Charles rentre chez lui et l'épreuve va pouvoir commencer. Et donc l'épreuve est sous forme de duel. Donc il n'y aura pas de drama, je casse ta flèche, tiens, prends ça, rentre chez tes parents et tout ça machin. Un peu déçu, j'avoue, parce que j'aime bien les dramas. Mais bon, je dis ok, moi, ça change un peu. On l'avait pas eu depuis la guerre des chefs, ce système. Donc allons-y. En gros, tu fais un duel. Si tu perds, tu casses ta flèche. Si tu en as qu'une, tu es définitivement éliminé. Et si tu en as deux, comme 4 candidats sur les 10, eh ben tu as encore une deuxième flèche pour te sauver. Denis demande à chaque équipe qui seront les 2 candidats qui auront chacun 2 flèches. Et chez les verts, donc l'équipe de François, ce sera François et Fouzi. Et chez les oranges, ce sera Olga et Maxime. Donc pourquoi pas. François, ça me surprend pas parce que je pense qu'il peut être très bon. Il l'avait montré avec ses 5 flèches en plein milieu de la cible. Fouzi, pourquoi pas. Olga, je suis un peu surpris aussi. J'aurais peut-être plus pris Géraldine. Et Maxime aussi un peu surpris. Bon. Enfin bref, mais on va voir ce que ça donne. On va voir que ceux qui ont double flèche vont pas être super incroyables à part un seul. Donc le premier duel, c'est Fouzi contre Nicolas. Et c'est Nicolas qui gagne, un peu surpris. Fouzi casse sa flèche. Mais bon, il y en a une deuxième. Et bon, c'est vrai qu'ils ont choisi ce candidat. Et en fait, le premier duel, il le loupe. Super. Deuxième duel, on a Maxime et François qui ont chacun 2 flèches. Et on se dit que Maxime, voilà, face à François, il est mort. Mais on sait jamais. On se rappelle de Cindy qui avait battu Maxime au tir à l'arc. Alors que je crois qu'il avait été prof de tir à l'arc. Donc vraiment, tout est possible. Et non, finalement, c'est quand même François qui gagne le duel. Donc Maxime casse sa première flèche. Donc vraiment, les choses de double flèche, c'était un peu n'importe quoi dans cette épreuve. Ils ont choisi les mauvaises personnes. Troisième duel, on a Ambre contre Anne-Sophie. C'est Anne-Sophie qui gagne. Elle a su prouver que sa stratégie d'être nulle à l'entraînement, ça a porté ses fruits. On la voyait pas venir et finalement, elle bat Ambre. Donc Ambre casse sa flèche et c'est la première à virer. Ils sont plus que 4 verts contre 5 oranges. Et c'est le 4e duel avec Louana et Géraldine. Et sans surprise, Géraldine gagne. Et donc Louana casse sa flèche et ils sont plus que 3 verts contre 5 oranges. Ça se dissout très très vite chez les verts. On a un 5e duel avec Bastien contre Olga et c'est Olga qui gagne. Moi j'étais un peu surpris parce que je savais pas trop le niveau de Bastien, mais finalement il est moins fort qu'Olga et il casse sa flèche et ils sont plus que 2 verts contre les 5 oranges. Donc ça commence à être compliqué pour l'équipe de François. Et ensuite un 6e duel avec François qui revient avec sa 2e flèche contre Maxime qui revient aussi
avec sa deuxième flèche. Mais là, François est vraiment trop fort, il bat Maxime et Maxime casse sa deuxième flèche et c'est Maxime qui est out à ce moment-là. Donc là, on est à 2 verts contre 4 oranges. Ça se resserre un peu, mais c'est pas la folie, enfin quand même que les verts c'est compliqué. 7e duel, c'est Géraldine contre Fouzi et c'est Géraldine qui élimine Fouzi. Et effectivement, elle réussit et Fouzi casse sa deuxième flèche. Donc on n'a plus qu'un seul vert, qui a encore 2 flèches certes, contre les 4 oranges. En gros, tout repose sur les épaules de François, voilà, il doit faire tous les duels. Le 8e duel, c'est François contre Olga et sans surprise, François gagne et c'est Olga qui casse sa flèche, mais il lui en reste une, elle est encore safe. 9e duel, François contre Anne-Sophie et là, encore sans surprise, François gagne et Anne-Sophie casse sa flèche. Voilà, on sent que François est déterminé et qu'il va éliminer chaque membre de l'équipe des oranges. On sent que là, clairement, il a le démon, il veut vraiment appeler sa famille, il va tout fracasser. En plus, avec la musique et le montage, on sentait qu'il allait faire une grosse remontada. Et donc, on est à 1 vert contre 3 oranges. 10e duel, François contre Nicolas. Et là, François gagne et c'est Nicolas qui casse sa flèche à son tour. 1 vert contre 2 oranges, les 2 dernières filles. Et c'est le 11e duel, François contre Géraldine. Et malheureusement pour Géraldine, que je trouve très fort dans les épreuves en ce moment, François gagne et Géraldine doit casser sa flèche. Et donc, c'est 1 vert contre 1 orange. Surtout que François a encore ses 2 flèches. Donc, Olga doit gagner 2 duels, ce qui est loin d'être fait. Et donc c'est le 12e duel et il s'avère que malheureusement ce sera le dernier puisque François bat Olga et il casse sa flèche et François remporte l'épreuve pour toute son équipe alors qu'ils avaient été éliminés 1 à 1 et lui c'est le king de l'épreuve. Ça m'embête de le dire parce que franchement François je trouve qu'il a un petit peu le melon dans cet épisode et il commence un petit peu à m'agacer. Honnêtement c'est un monstre quoi, c'est un monstre en stratégie, c'est un monstre sur les épreuves, enfin il a le démon quoi, clairement. Chapeau à François, il fait gagner la récompense à toute son équipe alors que clairement il ne méritait pas vraiment par rapport à l'autre équipe. C'est dommage en plus parce que même si je suis pas trop pour ce discours en mode c'est les mamans et les papas en priorité, ça m'énerve parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants que les gens nous aiment pas et qu'on n'a pas besoin de réconfort. Mais je me dis là c'est hardcore parce qu'on a quand même Nicolas, Anne-Sophie et Géraldine qui ont des gosses et eux c'est non. Alors que les 5 autres, il y en a peut-être qui ont des gamins dans le lot mais beaucoup moins. Luana on sait qu'elle a pas d'enfants, Fouzi on sait qu'il a pas d'enfants, Bastien on sait qu'il a pas d'enfants. Voilà, peut-être François il a des enfants, je suis même pas sûr et Ambre non plus. Donc effectivement c'est un peu hardcore même si moi ça me fait rien de spé mais je peux comprendre les gens qui soient frustrés. Et c'est vrai que Nicolas est très déçu, surtout d'avoir pris les 2 mamans, donc, comme je disais, c'est triste pour lui. Et donc là, à part repartir voir Jean-Charles, ils ne peuvent rien faire. Et François, voilà, il a fait gagner son équipe, il a été incroyable. Et les autres ne peuvent que le remercier. Ensuite, petit moment de solitude avec Jean-Charles qui est tout seul sur le sable. On se dit, ah, peut-être qu'il va avoir un petit coffre avec des bananes. Et pas du tout. Non, pas de bananes pour lui, pas d'indice pour le collier, rien du tout. Une malédiction vraiment très colère, hein, vraiment la pire de la saison, je pense. Il dit que l'aventure l'a rendu plus fragile et que voilà, ça lui change et que ça lui fait du bien aussi de se découvrir un peu plus. Et là, on a un portrait de Jean-Charles où d'abord, c'est vrai que c'est son travail qui est beaucoup mis en avant parce que c'est vrai que fustier, voilà, c'est pas un métier commun. En tout cas, il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce métier. Moi, je connaissais le travail du bois, etc. Mais je savais pas qu'il y avait un métier qui s'appelait fustier. En tout cas, ça m'a fait découvrir ce métier. Je ne connaissais pas. Et on voit un peu sa vie dans la caravane avec son chien en mode précaire, homme de la nature. En plus, il dit très marrant, voilà, la personne qui va plus manquer, c'est mon chien. Ça paraît triste quand je dis ça, mais en même temps, ça ne me choque pas. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont énormément d'affection pour leurs animaux, que ce soit chien, chat, poisson, hamster ou autre chinchilla. Mais en tout cas, voilà, je peux comprendre. Hein. Moi-même, j'ai un chien. Voilà, je vous dévoile ma vie. Moi-même, j'ai un chien. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un Sharpei qui est adorable, hein, que j'adore. Mais en tout cas, voilà, je peux comprendre que quand on a personne d'autre, parce qu'il vit dans sa caravane tout seul, voilà, son chien, ce soit toute sa vie. Moi, le jour où mon chien va mourir, je pense que ma dépression va s'installer dans mon corps. Hein. Donc, je peux comprendre. Je ne juge pas. Au contraire. Et il dit également que ça va lui manquer de lire un peu. Il lira les petites bouteilles à la mer que la prod lance gentiment au bord de la plage. Hein, donc ça lui fera un peu de lecture. Et il dit que voilà, il n'a pas de télé, donc il connaît pas trop Koh Lanta. Bon, il doit connaître un petit peu quand même, mais que voilà, il va découvrir avec naïveté son aventure et clairement, il la découvre tellement que, à part faire le feu et pêcher une sèche, il a pas fait grand chose. Donc, mais on l'aime bien, il est gentil ce petit Jean-Charles. Ensuite, les perdants de l'épreuve de tir à l'arc le rejoignent. Il espère ne pas voir Géraldine, il espère pas trop voir les parents en fait. Et effectivement, si, il y a Géraldine, Anne-Sophie, Nicolas, enfin il y a tout le monde quoi. Donc il est un peu triste pour les candidats. Il disait même j'aurais préféré que ce soit vous qui gagnez que les autres, mais juste pour l'histoire d'enfants, etc. Il est compréhensif. Vraiment, ce Jean-Charles est très gentil. Pas très utile, mais il est très gentil. On a une Anne-Sophie qui est un peu dégoûtée et déçue, voilà, mais elle reste forte. Et ça c'est cool parce que j'en ai un peu marre des parents qui s'effondrent dans l'âme dès qu'ils pensent à leur gamin. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas ce qu'on ressent quand un enfant est très loin de soi. Et donc je peux comprendre qu'on pleure beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a eu des Phil, on a eu des Patricia, on a eu plein de candidats comme ça anciennement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui ont fait que pleurer pour leur gosse, donc c'était un peu lourd à regarder. Et là non, elle est plutôt forte, voilà, elle finit pas en larmes non plus, elle est émue, mais elle n'en fait pas trop. Et ça fait plaisir. C'est pas parce que j'aime bien Anne-Sophie que je la défends, mais honnêtement ça fait un peu plaisir, parce que d'habitude vraiment ça m'agace trop. Ensuite, les candidats perdants expliquent à Jean-Charles comment François a tout fracassé sur l'épreuve. Et je me dis, ils mettent beaucoup en avant que François gagne tout le temps les épreuves. Est-ce que ça peut devenir une
cible pour les prochains épisodes, ça pourrait être pas mal. J'aimerais bien un gros candidat qui sorte parce que là, à part voir les jeunes sortir un par un, on va pas voir grand chose. Donc pourquoi pas un petit blindside. En tout cas, j'ai bien aimé ce petit passage. Je me suis dit, peut-être que François va être en danger à un moment. Olga est très déçue également et elle craque par rapport à Anne-Sophie. Elle est un peu plus en larmes. Voilà, elle dit que c'est même sa pire défaite de tout Koh Lanta et c'est vrai que c'est un peu triste pour elle. Ensuite, on a Maxime et Nicolas qui cherchent de la bouffe parce que clairement ils ont faim. Eux, ils n'ont pas gagné le confort comme les autres, donc ils veulent vraiment se remplir l'estomac. En plus, ils ont le moral dans les chaussettes. Ils veulent manger pour se remonter le moral au maximum. On a un Nicolas qui reparle de son fils. On avait eu Anne-Sophie, on a eu Olga et là cette fois, on a Nicolas qui parle de son fils. Il veut gagner Koh Lanta pour son fils et flemme. Franchement là, stop. Désolé Nicolas, je trouve qu'Anne-Sophie était un peu plus neutre et un peu moins larmoyante. Donc team Anne-Sophie là, clairement. Et puis Nicolas, moi il me saoule depuis le début. J'ai du mal, il joue sur tous les tableaux, il fait des morales à tout le monde alors qu'il fait pire. Ouais, c'est bon, tu m'as saoulé. C'est tout ce que tu n'es pas pu appeler ton fils, mais bon, stop là. Ensuite, on arrive au moment du confort, donc là, clairement, l'ennui va s'installer. Vraiment, c'est trop long, mais c'est un truc de malade. Surtout que depuis que je regarde Survivor, je trouve vraiment ils abusent dans les conforts. Ils vraiment pour remplir l'épisode, quoi. Il se passe rien, on s'ennuie, ils parlent même pas stratégie. Oh là là, c'était un enfer, je trouvais ça très long à regarder. Donc les 5 aventuriers arrivent sur le bord de la plage, où un repas les attend, un repas typique, style asiatique philippin. Je ne sais pas trop, je ne suis pas non plus toutes les recettes, même si je regarde Top Chef un petit peu, mais je ne regarde pas toutes les recettes de tous les pays, donc je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que ça vient d'ici, c'est un plat local. Et le cadre du bar, par contre, est super sympa. Une espèce de terrasse en bois avec un arbre qui rentre dedans, vue sur la plage, vraiment stylé. Par contre, le spot est vraiment très intéressant, j'avoue, je me fais wow. Mais honnêtement, ce confort, il est pas fou. Je trouve qu'à part ce spot et la bouffe un petit peu, c'est pas non plus incroyable. On a tout le monde qui s'installe avec François au bout de la table en mode daron, le héros. C'est grâce à moi que vous avez tout ça, donc félicitez-moi et surtout adulez-moi. Louana en fait l'éloge, clairement, elle dit que c'est la base. Et je me dis, ça veut dire qu'il est peut-être dangereux. Donc ça peut être une cible pour la suite. On sait pas. Ça fait 2-3 fois qu'il montre François en mode héros, donc peut-être qu'il va être une target pour les autres candidats, en tout cas les anciens jaunes. Et en tout cas, tout le monde se sert, ça se régale, voilà, ils sont aux anges comme d'hab, ils profitent, c'est super. On a un Fouzi qui est super content de reprendre l'énergie, il est même content de manger du curry, c'est top, on est content de le savoir. Et les candidats sont tellement affamés qu'ils lèchent leurs assiettes, voilà, comme quand on était enfant et qu'on léchait notre assiette et qu'après on disait à notre grand-mère, tu sais bon, tu pourras ne pas faire la vaisselle, c'est fait, super la blague. Donc parfait, vraiment un moment inutile. Donc ensuite ils remercient François sans limite, même si honnêtement ils peuvent, parce que sans François ils n'auraient pas mangé, mais bon calmons-nous, parce que son ego et ses chevilles vont exploser dans cet épisode, alors que je le trouvais vraiment humble avant, mais là, wow, dans cet épisode il est un peu melon man. Et vient ensuite le moment du téléphone. Alors là on sait que ça va être long, parce que même si je suis à leur place, que j'ai le téléphone et que j'ai ma mère ou je sais pas qui au téléphone, clairement je m'effondre en larmes. Clairement je suis en détresse, ça fait 28 jours que j'ai pas bouffé, 28 jours que je me tape les mêmes candidats de merde, que je fais des stratégies à la con, que je suis au bout de ma vie, que je me suis pas lavé, que je dors mal, qu'il y a des insectes dans mes cheveux, top. Alors que je peux comprendre qu'ils soient à bout et que la voix de quelqu'un qu'ils n'aient pas vu depuis 28 jours, ça les fasse pleurer. Mais par contre, c'est trop long. Un s'ennuie. Mais vraiment, c'est long, c'est larmoyant. Parce que je n'en peux plus. Je ne regarde pas un drame, je ne regarde pas Titanic, là. Donc, c'est parti. On a Fouzi qui commence. Il a son père au téléphone. Il dit que c'est une aventure de ouf, qu'il pense à eux pendant les épreuves. Mais clairement, ça n'a pas aidé, Fouzi, surtout pour la dernière, parce que tu as eu un vote contre toi. Voilà, il parle de sa promesse, de la pêche, etc. Il dit que, voilà, c'est long, mais qu'il tient le coup. On a un petit moment confession pour Fouzi sur son père. Il est très ému. Et c'est vrai que je trouve que Fouzi, dans cet épisode, a un plutôt beau montage. Il monte un petit peu dans mon classement d'un potentiel gagnant. Assez intéressant quand même. Et il ferait un beau gagnant en plus, je trouve, Fouzi. Et je dis pas ça parce que je l'apprécie, mais je trouve, comme François, même si ça m'énerve de le dire, ferait un beau gagnant aussi parce qu'il est vraiment très fort, même s'il a un petit ego dans cet épisode. Mais honnêtement, ça ferait un beau gagnant, je trouve, Fouzi. Ensuite, c'est Ambre qui appelle son conjoint. Voilà, elle dit clairement qu'elle veut bouffer du fromage, qu'elle veut nager dans du fromage, qu'elle a rêvé qu'elle se baignait dans un camembert, carrément. Donc, très étrange les rêves, hein, madame. Il faut consulter, je pense. Non, je rigole, mais en tout cas, voilà. Elle fait des rêves clairement de la bouffe, mais c'est quand même très très long. Voilà, c'est comme Fouzi, c'est long, on s'ennuie. Bastien ensuite appelle son ex. Ok, c'est un petit peu malaise quand même. Alors certes, on peut être en bon terme avec ses ex, ça me choque pas du tout. Mais qu'il appelle en priorité son ex, c'est un peu bizarre. Alors je sais pas s'il a une copine actuellement, mais il aurait pu appeler ses parents, son frère, sa soeur, sa tante, son neveu, son voisin, je ne sais pas. Et son ex, c'est un peu malaise quand même. Mais bon, en tout cas, ils ont l'air de bien s'entendre. En plus, c'est grâce à elle qu'il s'est inscrit, c'est pour ça qu'il l'appelle. Mais c'est quand même un petit peu malaise, je trouve. Ensuite,
Ensuite, Luana qui appelle sa maman. Voilà, et clairement, on sent que ça va être en confession. Elle fait pas du tout. Elle fait la liste de tous les trucs qu'elle veut manger. Tous les plats qu'elle veut manger. En gros, sa mère, je pense qu'elle avait un stylo chez elle. Elle notait tout. Ok, t'auras ça. Tout. Petite liste. Petit listing de courses pour Luana. Et sa mère, en mode malaise, heureusement que c'était pas au haut-parleur, qui dit t'as trouvé un collier? Non, mais genre, elle va dire oui, c'est bon, j'ai trouvé un collier, maman. Merci. Bisous. Mais la mère, elle veut trop de spoil, en fait. Il faut arrêter, madame. Attendez de regarder les épisodes. Oh là là, mais c'était trop mal. En plus, avec la petite musique inquiétante. En tout cas, voilà, ça m'a fait rire. Et ça lui a donné un coup de boost. Et Luana, elle est contente. Donc, tant mieux pour elle. On est content pour elle. Et François appelle sa femme. Il veut souhaiter un bon anniversaire à sa femme en avance parce que c'est 2 jours en avance. Père, ça se fait pas, hein, dire les bon anniversaire en avance. Même lui, il le dit. En tout cas, il souhaite bon anniversaire et il est très ému. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, pourtant, vous le savez, ce n'est pas mes candidats préférés. Mais dès que François est ému, ça me touche. Les autres, j'étais vraiment en mode on s'en fout, allez, flemme, vite. Et là, François, ça m'a vraiment touché. Quand il est ému, en fait, cette espèce de gros monsieur mal alpha, cette montagne, qu'elle soit aussi facilement fissurable, ça me touche. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'adore pas de malade. Quand par exemple, Laurent Mestré pleurait parce que il y avait son pote avec le t-shirt avec sa mère dessus, ça me faisait péter un câble. J'ai envie de casser ma télé en deux. Mais là, franchement, ça me touche. Je peux pas l'expliquer. J'ai aucun argument. Je sais pas, le fait que ce soit un gros physique et qui pleure, ça me touche. J'en sais rien, mais c'est comme ça. Et donc, pour résumer, les candidats sont très contents. On est content pour eux aussi, c'est très bien, c'était grave long, mais bon, on est obligé de passer par là, c'est pas grave, on accepte. Sur le camp, clairement, c'est pas le même son de cloche, hein. Le repas est plus drastique, on va dire. C'est Bernard l'ermite au menu, bon ok, super. Et on sent que Maxime continue à faire des petites piques, enfin en tout cas de râler. Et c'est vrai que le montage de Maxime continue d'être dégueulasse, pas aussi dégueulasse qu'avant, mais un petit peu, et qui dit, voilà... par rapport à ce qu'ils ont au confort, gna. Oui, bon, bah, en même temps, fallait gagner, Maxime. Fallait mettre ta flèche le plus près de la cible, c'est tout. Mais en tout cas, ça montre bien que Maxime n'a pas un montage de gagnant. Et puis, il se couche. Ils se disent, bon, le point positif, c'est qu'il y a plus de place. De l'autre côté du confort, les gagnants découvrent leur chambre avec 5 matelas sous le sol. C'est une blague, j'espère. Vous vous foutez de ma gueule. Moi, clairement, j'ai gagné le confort. Bon, c'est grâce à François, certes. Mais je me dis, alors, non seulement on va dormir dans la même chambre, en plus, sur des matelas par terre. En plus, j'ai vu qu'il y avait des ventilos, ça veut dire qu'il va faire une chaleur de dingue. Il n'y a même pas la clim. Alors, tant mieux pour l'environnement, mais honnêtement, je vais péter un plomb. Moi, à leur place, je râlerai. Moi, je ferai que râler, je pense. Même mes conforts, ils seront pas assez bien. Déjà que j'ai râlé la semaine dernière pour le massage et tout, en mode rien à foutre du massage. Là, c'est une blague, j'espère. Je vais devoir dormir dans une auberge de jeunesse avec des gens qui puent. Non, mais je vais péter un plomb. Donc, je trouve que le confort était un peu limite. Hein. Je sais pas ce que ça fout. Moi, j'aurais été clairement déçu. Mais eux, ils ont l'air contents. Hein, clairement, je pense qu'ils sont tellement au bout de leur vie, on leur a filé... une paillasse, il l'aurait prise. Donc, en tout cas, je trouve que cette scène est vraiment trop longue. C'est du vide, c'est pour remplir, vraiment inintéressant. Le lendemain, c'est le réveil des candidats qui sont au confort. Voilà, ils ont bien dormi, on sent qu'ils ont fait une bonne nuit. Enfin, ça y est, ils sont au taquet pour l'épreuve d'immunité. Ils pensent aux autres qui ont en ce moment une nuit toute pourrie parce qu'il pleut à mort. Clairement, ils ont dû grave souffrir et ils se rendent clairement compte de leur chance. Elle, Luana, de son côté, elle pense qu'à un truc, le petit déjeuner. Après, t'enflamme pas, on vient de voir un plan dessus, c'est juste 2 tranches de banana bread. C'est pas... Et encore, au début, je pensais que c'était du pain de mie ou du pain, je sais pas quoi. Je me suis dit, c'est ça, petit déjeuner, mais c'est une blague. D'habitude, c'est en mode petit déjeuner continental, en mode all inclusive. Je comprends pas là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc vraiment, ça confirme que c'est un confort décevant. Vraiment, je trouve que c'est pas ouf du tout. Certes, le repas avait l'air bon, l'appel, ok, ça peut faire plaisir, mais la suite, c'est une catastrophe. Le couchage, c'est nul, le petit déjeuner, c'est un scandale. Ok, ils ont un bol de café et 2 tranches de banana bread, mais c'est quand même light par rapport à certains conforts. Moi, j'aurais fait le scandale du siècle. Hein. Voilà, je me serais embrouillé avec la prod, j'aurais pété un plomb. Hein. Franchement, gros scandale. Moi, je suis une diva, c'est pas possible. Je peux pas gagner une épreuve et avoir ça. Lui, de ton côté, Fouzi est tout sourire, très content, on sent que ça lui fait du bien, c'est cette petite tasse de café. Et ils pensent clairement tous que ça va les aider pour l'épreuve d'immunité. Et ils ont pas tort parce que c'est une épreuve ultra physique. Donc, clairement, ça ne peut que les aider. Et surtout que ça tease avant la pub le parcours du combattant, qui va être une épreuve épique, qui est une épreuve culte que j'aime beaucoup. Même si, bon, il y a quelques petites failles. Par exemple, je sais qu'ils écartent les cordes par rapport homme-femme et ça m'énerve d'équiter homme-femme, vraiment. Sur certaines épreuves, je peux comprendre, mais là, par exemple, et pourquoi sur l'obstacle des cordes, les cordes pour les hommes sont plus espacées? Je comprends pas. Parce que, par exemple, moi, je vais 1m65, si je suis contre Ambre, va me fracasser, en fait. Donc, non, je comprends pas, toujours pas cette équité, mais bon.
pourquoi pas, on accepte. On retourne sur le camp où il pleut comme jamais, vraiment un temps tout pourri comme d'habitude. Et là, on a la bouteille qui est arrivée naturellement sur le rivage. Jean-Charles la récupère, il lit le texte. Voilà, il se plaignait de pas lire. Ben voilà, il lit le texte, donc c'est très bien, ça lui fait de la lecture. Et tout le monde direct pense au parcours du combattant. Donc Anne-Sophie, elle a conscience, voilà, qu'ils ne partent pas sur la même marge d'égalité, que ça va être compliqué parce que eux, ils ont une nuit toute pourrie, ils ont rien bouffé par rapport aux autres qui ont eu confort plus. Après, Anne-Sophie rage pas, c'était pas non plus le confort du siècle. Hein. Mais bon, elle est motivée, voilà, elle se sent en danger. Olga, c'est pareil, elle veut tout donner, elle sent que ça sent mauvais pour elle, et elle sent bien que selon les affinités, ça va se jouer entre elle et Anne-Sophie, parce que Bastien est plutôt bien intégré. Donc elle se prépare, une petite coupe, un petit cosplay pour l'épreuve, elle se prépare comme à ses spectacles, elle est au taquet, et ils vont direction l'épreuve pour tout donner sur le parcours du combattant. Les candidats arrivent tous à l'épreuve d'immunité, ceux qui ont gagné le confort et ceux qui étaient sur le camp, et Denis remue le couteau en disant, bah voilà, ceux qui étaient au confort, ils ont plus un avantage, vu que vous avez bien dormi, vous avez bien mangé. Vous non? Vous avez galéré? Il pleuvait? Vous avez mal dormi? Vous avez rien mangé? Donc vous avez bien galéré. Merci Denis, ça fait toujours plaisir de commencer une épreuve comme ça. Donc c'est le parcours du combattant, un classique. On sait que d'abord ça va être les femmes, ensuite les hommes. Le gagnant chez les femmes et le gagnant chez les hommes vont s'affronter en duel final sur une autre épreuve. On se souvient par exemple les 4 terres, c'était Alix contre Loïc qui s'étaient affrontés sur l'épreuve où tu es sur une balance et que tu dois mettre en équilibre plusieurs bouts de bois, plusieurs morceaux de bois. Donc c'est clairement le même schéma, mais bon, c'est quand même une épreuve culte, donc ça fait plaisir de la voir. Moi, c'est une épreuve que j'aime beaucoup. Et Anne-Sophie dit que c'est une épreuve pour elle, parce que son père était légionnaire, et elle veut lui rendre un petit peu un hommage, voilà. Olga, c'est pareil. Elle dit qu'elle est fille de militaire, et que, voilà, elle est excitée par l'idée de faire le parcours du combattant, elle va tout donner. Et Ambre, cherche sa personnalité, clairement, elle dit, ouais, moi aussi, je suis fille de capitaine de police, donc j'avoue que j'ai envie de tout donner pour cette épreuve, parce qu'on a plus les mêmes relations qu'avant. Et c'est confession intime là de Ambre. Et voilà, maintenant elles sont pas ouf. Donc je me dis que si elle regarde la télé, qu'il me voit sur cette épreuve, on va peut-être se rapprocher. Il y aura peut-être des étincelles dans ses yeux. Ok, très bien. Ambre nous fait une petite confession intime entre deux épreuves. Il n'y a pas de souci. En plus, je suis dégueulasse, je l'aime bien Ambre. Mais là, j'avoue que j'ai pas compris comment je fais sur la soupe à raconter son histoire. Et donc, c'est les filles qui commencent l'épreuve et c'est parti. Et je trouve direct que Géraldine court plutôt vite. Parce qu'elle est en tête avant le premier obstacle. Je dis, ouais, d'accord, bravo, Géraldine, vraiment jusqu'au bout, tu me surprends. Mais clairement, c'est Loana qui file en tête. Dès le début, dès le premier obstacle, elle fonce, elle est grave en avance. On sent que Anne-Sophie et Ambre veulent pas lâcher parce qu'elles la suivent de près, mais Loana mène le truc. Géraldine et Olga sont bonnes dernières, c'est un peu la galère. Loana est vraiment efficace, voilà, même sur le labyrinthe, elle se faufile en 3 secondes. Les filles ne lâchent pas, mais on sent que Loana, c'est une promenade de santé. Clairement, elle fait sa vie. On a un petit duel avec Anne-Sophie à un moment. Elle galère sur la palissade à l'envers, mais les autres filles aussi. Donc finalement, elle perd pas de temps. Anne-Sophie donne tout de son côté, mais bon, ça ne réussit pas à rattraper Loana. Mais quand même, on se dit, les 2 derniers obstacles sont les plus durs. Ce sont donc l'épreuve des cordes qui sont à l'horizontale et ensuite les 2 grandes palissades à monter. Donc, tout peut se jouer. C'est vrai que les filles sont un peu dans un mouchoir de poche. Sur certains obstacles, elles sont un peu les unes sur les autres. Mais c'est quand même Loana qui arrive sur les cordes et elle avance bien. Clairement, les cordes, elle avance tranquillement, comme s'il n'y avait pas d'espace, comme si c'était juste un plancher. En fait, elle est ultra efficace. Anne-Sophie et Ambre sont juste derrière, mais Loana finit l'obstacle en 3 secondes. Elle arrive devant les grandes palissades et en fait, même sur ça, elle est ultra efficace. Loana, elle est assez incroyable sur les épreuves. Vraiment, elle confirme que on a beau la critiquer, moi je suis le premier à dire elle assume rien, elle assume pas ses vérités, machin. Mais sur les épreuves, waouh, elle est vénère. C'est une potentielle future Jade, ou une future Raphaël ou Christina. Clairement, bravo. J'étais hyper surpris parce que là, clairement, elle arrive jusqu'au bout du parcours. Donc, en première, elle remporte l'épreuve, mais c'était limite trop facile pour elle, quoi. Fallait la mettre contre les mecs, fallait mettre contre Maxime ou Bastien, clairement. Vraiment, bravo à elle. Anne-Sophie arrive en 2e, elle s'est bien battue, vraiment, elle peut être contente d'elle. On arrive en 3e place, très bien. Olga en 4e, et Géraldine en 5e position, mais ça me fait de la peine pour elle parce qu'elle s'est vraiment bien battue. Je me dis, voilà, c'est quand même la plus âgée des filles, c'est pas non plus une sportive incroyable, enfin... à première vue, et finalement, ça se trouve pas si mal, je la trouve pas ridicule, Géraldine. Par contre, à la fin, elle tape et il y a un ralenti sur sa chute, j'ai pas compris. J'ai trouvé ça malaisant, je fais ok, mais pourquoi en fait? Bon, inutile, mais bon, au moins c'est fait. Et donc Loana a tout gagné, voilà, elle dit j'avais des œillères, j'étais vraiment dans ma bulle, j'ai foncé. Et puis elle est fière d'avoir gagné cette épreuve assez culte de Koh-Lanta, je peux la comprendre moi. Si j'avais gagné le parcours du combattant, ça n'arrivera jamais, mais j'aurais été ultra fier, donc je la comprends. Ensuite, c'est au tour des hommes, et là on sent que ça va être le big combat. On a même des plans en mode Rocky, film de boxe, film de guerre, film de combat. On a un plan sur chaque candidat hyper vénère avec la musique au taquet, une musique d'action de ouf. Et c'est
parti, les garçons partent, c'est vrai que bam bam bam, ça court super vite. On a une petite musique d'épreuve remixée en plus, on est à fond. On a un fusil qui trace bien, mais en fait c'est Maxime, Bastien et François qui sont ultra vénères. Jean-Charles et Nicolas, bon, ils sont clairement à la peine, surtout Jean-Charles, c'est la galère totale, pas très surprenant. Dans le labyrinthe, c'est un peu le bordel, on sait pas trop parce qu'en fait on peut arriver 3e ou 4e dans cet obstacle et finalement s'en sortir en premier. Et c'est le cas. Nicolas qui était vraiment à la peine, là d'un coup il passe devant tout le monde dans le labyrinthe, bam bam bam, et il arrive en tête de la course. C'est vrai que c'était hyper surprenant, moi j'étais choqué, j'étais en mode quoi, Nicolas? Non mais c'est une blague. Maxime donne tout parce qu'il est vraiment pas loin et Maxime peut peut-être remporter enfin une épreuve. Et j'étais vraiment choqué de cette situation de voir Nicolas filer devant. C'était très serré entre les deux hommes et Maxime le rattrape quand même sur les poutres à l'horizontale, il le dépasse en quelques secondes. François et Fouzi de leur côté, ils perdent du terrain, c'est vraiment pas fou. Et Jean-Charles, c'est une catastrophe. Clairement, c'est catastrophique, ça fait vraiment pitié pour lui. C'est dommage, il a l'air tout gentil, j'ai trop envie de lui faire un câlin à ce mec, mais là, catastrophe. Sur les cordes, tout le monde est au coude à coude. Là, ça y est, les mecs, ils se rattrapent les uns les autres. Même François et Fouzi ont un petit peu rattrapé que Jean-Charles, qui est bloqué, on ne sait où, hein, je crois qu'il est sur la palissade à l'envers, il galère comme un ouf. Et on a un petit coude à coude entre Maxime et Bastien, parce que Bastien passe devant Nicolas. Et une fois arrivé devant la grande palissade, c'est vraiment coude à coude très très serré. Maxime est devant, mais il galère sur la deuxième, donc la dernière palissade avant la fin de l'épreuve. Et Bastien le rattrape. Et là, c'est vraiment face to face, enfin côté sur côté, on va dire. Ils sont au même point et en gros, c'est ce premier qui passe la grande palissade qui a gagné. Maxime tente. C'est un échec. De son côté, Bastien y arrive, il galère, mais il y arrive. Et bam, il lui passe devant. Et Bastien arrive premier et remporte l'épreuve et va affronter Louana dans le duel final. J'étais un peu content pour lui parce que Bastien est en danger. Et que, pas que je l'adore, mais je le trouve plutôt sympathique. Voilà, il me dérange pas plus que ça, mais je trouve qu'il mérite un peu de rester parce qu'il est plutôt fort. Et Maxime, j'ai eu un peu de la peine pour lui. Au moins, ça aurait prouvé que c'est pas qu'un candidat lambda qui sert à rien, qui sert d'appât, comme il dit, ou de pion. Donc Maxime arrive deuxième, François troisième, Nicolas 4e et Fouzi 5e. J'étais choqué, limite déçu. J'étais en mode, c'est une blague. Fouzi, vraiment, faut arrêter de penser à ta famille quand tu fais les épreuves parce que ça t'aide pas, hein. Catastrophe. Et le pire, clairement, c'est Jean-Charles qui ne finit même pas l'épreuve. Et il y a même Denis qui lui dit une réplique style vous faites pas de mal, arrêtez. Enfin, en mode, c'est bon, tout le monde a compris, t'es une brêle, lâche l'affaire. Va faire ton petit feu, va couper ton bois parce que là, catastrophe. Et c'est vrai que voilà, Bastien, c'était la grande remontada. Vraiment bravo. Est-ce qu'il peut gagner l'immunité? Pourquoi pas? Ça dépendra de l'épreuve finale. Et donc Louana et Bastien sont prêts pour le duel final. Et donc le duel final, c'est un labyrinthe à l'envers très connu. On a déjà vu dans pas mal d'épreuves. Faut être très concentré, faut être logique et efficace. On se souvient par exemple de la victoire de Mélissa dans Johor qui était contre le trio de l'enfer, Marc, Chantal et Bruno, et qui avait remporté finalement l'épreuve, donc non éliminable. Pauvre Sébastien qui avait été le bouc émissaire de toute cette histoire. Ou alors la victoire de Candice en combat des héros face à Yacine où elle était très en danger pour le conseil. Elle avait réussi à sauver sa place le temps de 3 jours puisqu'elle avait été éliminée ensuite. Donc on se souvient de cette victoire. Ou encore Hugo sur l'île des bannis dans la légende contre Alix et Sam, et ça avait été une super belle victoire parce que c'était sa deuxième élimination. Elle était revenue en mode gros héros. Donc c'est vrai que c'est une épreuve plutôt sympa. Et donc les deux candidats sont déterminés de malades et on sent qu'ils vont tout donner pour remporter le totem. L'épreuve commence et j'espère que ça va pas être le même labyrinthe que Denis vient de montrer en fait, parce que sinon ça ne sert à rien. C'est une petite réflexion à moi-même que je me suis faite. Et Louana fonce direct, elle fonce la tête à première, bam bam bam, elle commence à descendre. Mais grosse erreur parce que du coup, c'est plus malin et décide de faire comme Hugo avait fait dans la légende, il me semble, de bien analyser le labyrinthe au toucher, de voir par où ça passe, etc. pour effectivement perdre un peu du temps à la concentration, mais être plus rapide au moment où on descend son petit objet, sa petite Raymanta jusqu'à la sortie. Et c'est vrai que résultat, ça marche parce que Louana est pas mal en galère alors que Bastien, on sent qu'il va s'envoler, il est ultra efficace, bam bam bam, il est déjà à la deuxième partie alors que Louana galère comme une malade, elle est même retournée au début. Avant, c'est catastrophique, Louana, on sent que c'est perdu pour elle. Et je me dis, ok, zéro suspense, Bastien a gagné, alors j'étais content pour Bastien, mais je me suis dit niveau suspense c'est un peu zéro quand même. Mais d'un coup il repart en arrière, voilà, il fait une fausse route, on sait pas ce qui se passe, j'ai pas compris. Et d'un coup et limite il refait tout le chemin en arrière, enfin en mode mais quoi, mais qu'est-ce que tu fais? Alors qu'en plus Louana de son côté commence à être vraiment efficace, elle a trouvé la bonne voie et en fait le suspense commence à s'installer dans l'épreuve, enfin plutôt pas mal. Du coup j'avais bien aimé le petit suspense entre Bastien et Maxime à la première épreuve. Là du coup le suspense revient et Louana monte d'un coup et cartonne, hein. Je me dis en fait elle va gagner, c'est une blague.
blague. Bastien, dans son côté, lui, maintenant, il a lâché l'affaire, en mode Jean-Charles, il fait n'importe quoi sur le labyrinthe. On se dit, mais c'est une blague, on est passé de tout à rien. Et Luana, en fait, elle termine le parcours tranquillement. Et voilà, la petite remontada s'est sortie. Retournement de situation. Donc, écoutez, il y a eu du suspense, il y a eu une petite surprise, mais j'étais quand même assez déçu que Bastien ne remporte pas l'épreuve. Surtout que moi, je le pensais vachement plus en danger que prévu. C'est vrai qu'on va voir qu'il est même pas menacé une seule fois, personne le cite, mais clairement, c'est le plus fort, fallait le sortir Bastien. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, sur le coup, je me suis dit, ah, c'est dommage, il va sortir ce soir, c'est un peu con parce que c'est un bon candidat. En plus, les candidats disent que c'était une horreur cette épreuve, apparemment, c'est une horreur à faire, alors que je trouve que c'est beaucoup plus simple que le parcours du combattant. Et Bastien est un peu dégoûté parce que c'est la loi des séries, il est encore deuxième. En plus, Denis arrête pas de le répéter, Denis est vraiment chiant, il répète vraiment les trucs qui font mal. Et il est déçu, mais il dit que c'est comme ça, voilà, c'est la loi des séries, j'y peux rien. Mais bon, ce qui est frustrant, c'est que si j'étais arrivé dernier, ça aurait été pareil. Tous les efforts que j'ai donnés dans les épreuves, en fait, ça a servi à rien. Luana récupère son petit totem, elle est très contente, et tout le monde retourne au camp. Retour au camp très glorieux pour Luana, qui est félicitée par les autres. On a même une petite blague de François, qui lui dit, voilà, dès qu'elle perd la prochaine, on l'élimine, c'est bon, on va tout remporter, c'est insupportable. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Je ne pense pas, je pense que c'était une blague, mais ce serait marrant pour François Trace Luana. Petite surprise de la saison, s'il vous plaît, mais malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de grosses surprises dans cette saison. Et on a une Luana qui est plutôt fière, elle peut, c'est quand même une épreuve culte, c'est un peu comme gagner les poteaux, le parcours du combattant, donc c'est une belle fierté, je suis content pour elle, même si j'aurais préféré que ce soit Bastien. Luana, c'est quand même une candidate que j'aime bien, je l'aime moins qu'avant, je vous avoue, mais je ne comprends pas l'acharnement qu'il y a contre elle sur Twitter, comme pour Ambre ou même Maxime, je trouve que c'est un peu dur avec Maxime, donc je la défends. Non, Luana, c'est quand même une très bonne candidate, surtout sur les épreuves, elle est assez incroyable. Anne-Sophie et Olga, clairement, là, ça coïncide au bordel, elles se sentent en danger. Clairement, elles se disent, bon, ben là, ça va être chaud pour nous, et vraiment, j'insiste, mais pourquoi pas Bastien? Pourquoi les gars, ils veulent pas virer Bastien alors qu'il fracasse toutes les épreuves? Je pense que Bastien, c'est mieux lié avec les rouges, il a gagné des points à ce niveau-là, mais je pensais qu'avec le conseil qu'il y a eu avant, avec les petits clashs avec Luana et Maxime, je me dis, mais il aurait pu être grave dans le viseur en fait, mais pas du tout. Non, il est vraiment pas cité, il est hors radar, on s'en fout de Bastien. Ok, mais moi clairement j'aurais dit, on vire Bastien en fait, il gagne toutes les épreuves, il est tout en deuxième. Et non, c'est une des filles. Alors que clairement sur les épreuves elles sont pas ouf, mais bon ok. Anne-Sophie se sent dans le couple un peu puissante, elle se dit, j'ai mon double vote, donc j'ai 2 voix, plus Olga, plus Bastien et plus Nicolas, qui est en mission, en double mission à ce moment-là, et dit on a 5 votes. Donc s'ils partagent leur vote entre Olga et Anne-Sophie, on peut renverser la tendance et les éliminer, et en plus il y a un collier, ça peut être parfait. Olga, elle décide de prendre la température de son côté auprès de Fouzi, qui est un ancien bleu, donc elle le connaît un peu, et Fouzi lui dit clairement qu'il veut la protéger. Donc si elle est visée, il lui dira, ok, bon finalement, on ne sait pas s'il lui a dit quelque chose, mais en tout cas, voilà, il lui dit ça. Et Fouzi dit clairement à la caméra qu'ils hésitent entre les 3 derniers jeunes, et pas Nico, vu que c'est un agent double, et qu'il espère que Nico va donner un maximum d'infos parce que voilà, ils hésitent encore, ils savent pas trop sur qui se fixer. Les filles jeunes, elles de leur côté, elles sont sacrément dans la merde, donc elles cherchent un collier à mort. Elles n'ont plus d'armes, donc c'est leur seul moyen, à ce que je comprends clairement. Et honnêtement, comme je l'ai dit au début de la review, on sentait là vraiment que Olga allait trouver un collier. Enfin, vu les plans, ça fait plusieurs fois qu'il a montré dans la forêt en train de chercher. Je me dis, mais elle a bien trouvé quelque chose à un bout d'un moment, stop. Et malgré tout, c'est quand même la galère, on voit qu'elle cherche. On a même Anne-Sophie qui décide de lâcher l'affaire. Il dit, oh non, je vais manger un bout, je vais me poser, je reviendrai tout à l'heure, mais là j'en peux plus. Ah d'accord, t'es vraiment déterminé à rester, hein, vraiment. Et comme par hasard, d'un coup, Olga trouve le collier. Alors elle est choquée, elle a la mâchoire sur le sol, hein, clairement. Donc je me dis à ce moment-là, mais je pense qu'Olga est vraiment protégée par la prod. Alors ça veut rien dire, hein. Tout le monde direct sur Twitter, il montre un caméraman en train de montrer le collier en mode c'est là, machin. On va le faire à chaque candidat qui trouve un collier. À chaque fois, on a ça sur Twitter. Ah, ils ont montré le collier. Alors peut-être qu'ils ont montré le collier ou pas, on saura jamais, malheureusement, on n'est pas sur le tournage, donc on saura pas. Mais je me dis quand même, Olga, elle a quand même un beau montage. Elle a pas un montage dégueulasse. Il y a eu juste le conflit avec Yannick qui était pas foufou en début de saison. Mais je me dis pourquoi pas, effectivement, que pas mal d'entre vous m'ont dit ouais, c'est une gagnante, c'est sûr, c'est une gagnante et tout. Moi, j'y croyais pas trop. Enfin, j'ai essayé de me convaincre la semaine dernière, mais là, plus ça va, plus je me dis, mais elle est quand même sacrément protégée, Olga. Il suffit que la semaine prochaine dans les binômes, elle tombe avec François, et franchement, ça peut le faire après pour la suite, hein. Donc écoutez, je trouve qu'elle est bien protégée, donc pas surpris qu'elle ait un collier. Olga est ultra heureuse, et ça, je peux comprendre. Elle veut vraiment bien jouer son collier, parce que c'est hyper important de reprendre le jeu en main, après toutes les stratégies qu'il y a eu contre elle et ses camarades. Et là, je me dis, oh putain, ils vont faire que de la merde. S'ils mettent cette phrase en avant, ça veut dire qu'ils vont faire que de la merde. J'ai eu très peur, et puis bon, ça s'avérait vrai, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Mais clairement, là, il disait que ce collier n'allait pas être très efficace. Olga revient au en mode tristesse, en mode stratégie, je fais trop la gueule, je suis au bout de ma vie. Elle chope à Sophie très rapidement et lui avoue qu'elle a un collier. Voilà, donc là, c'est le moment de jouer les stratégies à mort. Maintenant, elle veut faire un gros coup, voilà. Et Anne-Sophie propose direct François. Et je me dis, ça peut être plutôt stylé, un gros blindside. Déjà, Luana, ça avait été loupé et c'est dommage. Surtout qu'Olga trouve ça très très chaud, mais elle dit que c'est le meilleur coup qu'elles peuvent faire, que c'est vraiment un gros candidat qui est adoré. Là, c'est vraiment éliminer le berger pour que tous les moutons se retrouvent perdus, donc ça peut être intéressant. Je me dis, si elles arrivent à faire ça, la saison, elle peut prendre un tournant
tournant hyper intéressant. Elles veulent vraiment le réussir parce que déjà elles ont loupé le blindside de Luana, elles sont un peu dégoûtées. Donc ça va être tendu, mais elles veulent vraiment le faire. Surtout que les filles restent vraiment en binôme, elles ne veulent pas dire à Bastien qu'elles ont le collier. Les filles lui disent qu'elles veulent voter François, mais Bastien n'est pas chaud. Voilà, il dit non, c'est bon, on va pas voter François, moi je veux pas. Je pense qu'il s'est bien rapproché de François en tant qu'ami et qu'en plus il le respecte pour les épreuves, Bastien en stratégie il est zéro quoi. Donc c'est toujours ouais mais vu qu'il est fort sur les épreuves, il doit rester. Mais il n'y a pas que les épreuves dans Koh-Lanta, il y a le social, la stratégie aussi. Allez dans Survivor, Bastien il fait 2 épisodes. Donc enfin bref, du coup il veut pas voter François et vraiment Bastien gâche tout. La semaine dernière en disant à Maxime et maintenant en ne voulant pas voter François, il préfère voter Maxime parce qu'il nous a trahi. Mais non, mais en même temps vous avez fait une promesse de 2 minutes, calmez-vous. Mais elle tente tous les arguments pour qu'il vote François. Nicolas pendant ce temps, il parle avec François. Alors clairement, Nicolas il va faire un balai, il va aller à droite, il va aller à gauche, il va aller à droite, il va aller à gauche. Comme dirait Denis, il va faire la navette pendant tout l'épisode. Vraiment, là, clairement, Nicolas, il gagnera pas Koh-Lanta. C'est quoi cette image de gros traître dans tous les sens? On dirait Game of Thrones, le truc. Donc, il est avec François, et François qui est très malin. Vraiment, François, il comprend vite les choses. Moi, je préfère me protéger. Ça se trouve, une des deux, elle a le collier. Il faut vraiment que tu saches si une des deux a le collier. Et lui, il dit, bon, je vais prendre la température, mais je suis confiant, tu vas pas être visé. Alors que François est persuadé d'être visé, et il a raison. Mais bon, voilà. Il veut voir comment ça se trame, Nicolas de son côté. Il dit, non, mais je pense que tu ne seras pas voté, calme-toi. Je vais quand même vérifier pour te faire plaisir. Et effectivement, les filles proposent à Nicolas de voter François. Mais il dit, non, moi je vote Maxime, je vais pas voter François. Et donc on continue dans les allers-retours de Nicolas, qui va voir François et qui dit, bon, voilà, on va voter Olga, mais à voir, mais il faut que je voie avec les filles. Nicolas va voir Bastien, et les deux ils se disent, non, mais il faut voter Maxime, je sais pas pourquoi les filles vont voter François. Nicolas, lui, préfère rassurer François en disant, mais t'inquiète, c'est bon, j'ai vu avec Bastien, on va voter Maxime, on va convaincre les filles. Surtout que je suis persuadé qu'elles ont pas de collier. Ne t'inquiète pas, elles ont pas de collier. Ça sert à rien de splitter les votes. On va tous voter une personne. Et puis voilà, tranquillement, tu ne seras pas visé. Donc clairement, c'est le bordel. Moi, j'avoue que même moi qui ai vraiment essayé de me concentrer et tout, je pense que Nicolas se perd clairement. Et en plus, il a même pas les bonnes infos. Il a de fausses infos en disant, ouais, on va tous voter Maxime et elles ont pas de collier. Alors, il y a une info qui est bonne, c'est qu'ils vont tous voter Maxime. Mais par contre, elles ont un collier en fait. Donc concentre-toi. Même si pas le deviner, on est d'accord. Mais je trouve que là, c'est sacrément le bordel et Nicolas va se faire griller rapidement. En tout cas, je l'espère parce que je trouve que ce serait trop facile qu'il s'en sort. Surtout que je trouve que le montage n'est clairement pas positif pour lui. Donc moi ça me rassure, je me dis qu'il va potentiellement pas gagner Koh-Lanta. Surtout que François lui de son côté va balancer l'info à Max, comme quoi ils vont tous voter contre lui. Et là on a un Maxime qui pète un câble, qui fait une petite colère. Mais ça je comprends. Et en fait voilà, vous allez encore jouer avec mon nom quoi. C'est encore mes fesses qui vont être sur le grill. C'est encore moi qui vais servir d'appât. Et François lui dit clairement, bah oui clairement, oui. Il fait surtout qu'à cause de Nicolas qui veut voter absolument Maxime et qui joue double jeu sans limite. Enfin stop quoi. Donc on sent Maxime colère contre les rouges, mais aussi colère contre Nicolas. Et je peux comprendre, mais j'espère que Maxime va se réveiller, putain. Moi, j'ai attendu Maxime le traite pendant tout l'épisode, il a rien fait, non, je suis très très déçu. Et clairement, malgré ça, bien que les rouges continuent de le prendre pour un pantin, et voilà, et je pense qu'il va aller continuer les suivre comme un petit mouton. On sent que ça va être un conseil bien tendu et qu'on va avoir un potentiel collier et on espère qu'il va être utile. Et là, on n'a pas de pub. Très bien, très surprenant, tant mieux, je prends, ça fait plaisir. Et le conseil commence et on a un Denis qui fait un bilan. Vous avez fait 5 épreuves et sur les 5 épreuves, il n'y a que 2 vainqueurs, c'est-à-dire que c'est Luana et François. Et ça fait plaisir à Luana, voilà, elle dit, je me dépasse, ça me rend fier, je donne tout. François essaye d'être humble parce que c'est vrai que dans quelques séquences, il avait un petit peu le melon, il faut l'avouer. Là, il dit, voilà, ce sont des épreuves qui sont pour moi pour le moment, tant mieux. Après, ça peut arriver qu'il y ait des épreuves qui sont pas pour moi, mais en tout cas, voilà. C'est pas non plus surprenant qu'on s'en sorti parce qu'elles étaient faites pour moi. Donc là, il essaye de rester humble. Ça fait plutôt plaisir parce que c'est vrai que pendant tout l'épisode il était un peu chiant. Et Nicolas de son côté il avoue qu'il donne le meilleur pour les épreuves, que voilà il est là dans Koh-Lanta pour donner le meilleur soi-même, pas forcément pour gagner, parce que Denis lui dit, oui mais là vous donnez le meilleur de vous-même mais vous ne réussissez pas quand même en fait. Donc Denis il continue de remuer ce putain de couteau dans la plaie et ça fait plaisir. Et Maxime nous fait une petite citation de Gaulle, voilà, d'accord, ok, pourquoi pas, pour un peu justifier le fait qu'il ne gagne pas. En tout cas voilà, il analyse sa défaite, il veut en prendre le meilleur pour réussir, très bien. Maxime et ses citations, je ne savais pas, écoutez, pourquoi pas. Et ensuite, c'est le vote. Et je te dis, ah d'accord, donc pas plus de questions, Anne-Sophie, Olga et tout, ils ont pas le droit de parler alors qu'elles sont so menacées. Très bien. Et on voit aucun vote. Donc clairement le mystère est entier et je pense qu'ils veulent vraiment créer un max de suspense. Et j'avoue que j'avais un peu peur pour les filles, je me suis dit s'il vous plaît que le collier fonctionne, qu'on se retrouve avec un petit blindside vénère. Et donc Anne-Sophie va voter 2 fois bien sûr parce qu'elle a le vote noir. Denis demande s'il y a un collier et là cette fois un collier sort et c'est Olga qui dit oui j'ai un collier. Elle le met autour de son cou, il y a même Ambre qui l'aide. Ah ben sympa Ambre, tu vas peut-être voter pour elle mais tu l'aides à mettre son collier, ça fait plaisir. Et c'est le dépouillement. Et très rapidement le prénom d'Anne-Sophie sort. Donc je te dis putain mais j'espère qu'ils ont splitté leur vote
et tout. Et ensuite, Maxime. J'étais ah d'accord, donc ils n'ont pas voulu faire de gros coups. Les garçons, vraiment, ils ont convaincu les filles. Et donc, très rapidement, le nom d'Anne-Sophie sort et on se rend compte qu'Olga a sorti son collier pour rien du tout. Et quand on est déjà à une égalité 4-4 ou 5-5 entre Maxime et Anne-Sophie, on sent que c'est terminé pour la prof de Kongu Jump. Oui, il fallait que je sorte qu'elle fasse du Kongu Jump, désolé. Mais en tout cas, très déçu. Et effectivement, à une voix près, c'est Anne-Sophie qui quitte l'aventure. Olga a sorti son collier pour rien. Je suis dégoûté, elle aurait pu soit lui donner pour retourner le game, qui était sympa, soit l'utiliser plus tard. Donc je suis vraiment dégoûté pour la pauvre Olga, mais aussi très triste qu'Anne-Sophie sorte. Anne-Sophie sort quand même la tête haute, avec le sourire, voilà, elle est pas vénère. Il y a même Olga qui dit qu'elle a sorti le collier pour rien, mais elle dit non, c'était pas pour rien, voilà, on a joué un coup de poker, ça n'a pas marché, c'est la loi de Koh Lanta. Elle est hyper humble, hein, vraiment belle sortie pour Anne-Sophie, qui explique que voilà, elle savait qu'elles étaient toutes les deux menacées, elles ont hésité à se le donner, elles l'ont pas fait, voilà, tant pis, c'est comme ça, très fair play, très humble, elle a le smile, ça fait plaisir. Elle fait une belle déclaration à Bastia comme quoi elle dit que c'est le meilleur aventurier de la saison, très mignon. Et ensuite une déclaration d'amitié à Olga, voilà, c'est très joli, une réelle amitié est née. En tout cas, elles font plaisir à voir, les deux filles. Et sans surprise, elle donne son vote noir à Olga qui va un petit peu se battre contre tout le monde. Espérons pour les binômes, elle soit bien placée. Et donc j'étais clairement dégoûté déjà par l'élimination d'Anne-Sophie, mais aussi par la situation. Elles auraient pu se sauver, ça fait 2 fois qu'elles fail à un conseil. Je suis vraiment un peu dégoûté. Pourtant, Anne-Sophie, elle avait une petite base en stratégie et en pratique, c'est pas terrible. Je suis un peu triste pour les filles. Et en plus, on va se taper un Pagongi jusqu'au bout. Donc nous, on va un petit peu s'ennuyer dans cette fin de saison qui semblait prometteuse. Donc je suis un peu triste. Et donc voilà, c'est la fin pour Anne-Sophie. Et elle va retrouver son Yannick à la maison du jury. Et ensuite, le teaser. Donc on sent que Maxime peut faire la girouette. Hein, clairement, il dit une petite punchline comme quoi il pourrait retourner sa veste, s'il vous plaît. On apprend que c'est l'épreuve des binômes. C'est sans surprise. On savait qu'ils étaient 10. C'est souvent quand ils sont 10. Donc pas surpris. Il y a l'épreuve de la boue. Alors je vous confesse, je déteste cette épreuve. Je la trouve inutile. Donc j'espère qu'elle va être plutôt sympa et bien foutue. En tout cas, qu'il y aura de nouveaux twists et de nouveaux obstacles dans cette épreuve. On a François qui dit que c'est les pires tirages qu'il pouvait avoir, donc je pense qu'il serait avec Olga, donc tant mieux pour Olga, ça va la sauver un petit peu. On a une Olga en larmes, donc peut-être de joie, ou je ne sais pas, ou peut-être que c'est juste après le conseil, après le départ d'Anne-Sophie. On apprend aussi qu'on aura l'épreuve de dégustation, c'est une épreuve qui est plutôt rigolote à regarder. Bon, on a envie de vomir, mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt rigolo. On a un petit Maxime heureux, est-ce qu'il serait dans un beau binôme? Peut-être qu'il serait avec Luana ou Ambre, donc protégé. Une nouvelle malédiction, en espérant qu'elle soit un peu mieux que dans cet épisode parce qu'elle était vraiment nulle. On a un combo parfait pour Luana, donc je pense qu'elle est dans une bonne stratégie, ou en tout cas un bon binôme. Et on a une nouvelle citation de Maxime, une citation de Napoléon. Vraiment, Maxime, c'est le roi de la punchline dans cette saison. Je sais pas, il s'est réveillé dans cet épisode. On va se taper plein de petites citations by Maxime. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé. Donc Anne-Sophie ne pensait pas que ça allait être à l'unanimité contre elle. Elle était un peu surprise. Elle dit que c'est très dur d'avoir eu les cartes en main pour changer le jeu et que ça n'a pas fonctionné. Je peux comprendre la frustration. Elle est peinée et puis elle espère quand même être l'héroïne de ses enfants. Bon, au revoir Anne-Sophie. Elle a été humble, elle a été une bonne candidate. C'est dommage, pas assez exploitée, un peu fantomatique dans cet épisode. C'est dommage, mais c'est comme ça. Au revoir Anne-Sophie. Ensuite, on a les votes des autres candidats. Donc Fouzi parce qu'il n'a pas d'affinité avec Anne-Sophie et surtout parce qu'il veut sauver Olga. Maxime, il vote Anne-Sophie malgré la bonne soirée qu'il a passée avec elle apparemment. Bon, apparemment ils ont passé une soirée ensemble. Peut-être la soirée où ils étaient sous la pluie. Super soirée. Et ensuite, Ambre dit que voilà, il y avait le cœur et la raison, mais c'est la raison qui l'emporte. François dit qu'il vote Anne-Sophie pour sauver les rouges. Luana, c'est pareil. Jean-Charles, c'est pareil. Et Géraldine aussi qui dit que c'est une femme merveilleuse, mais que malheureusement, elle est du mauvais côté de la barrière. Au niveau du bilan de l'épisode, alors c'était l'épisode vraiment bof. Pas nul, calmons-nous, mais vraiment en dents de scie, comme j'aime bien dire, la petite expression. Vraiment pas ouf. Alors les épreuves, top. Clairement, moi j'ai bien aimé les 2 épreuves. Le tir à l'arc, c'est pas mal, on l'avait pas eu depuis la guerre des chefs, donc c'est plutôt stylé, sympa. François a été impérial, bravo, félicitations à lui. Malgré tout, faut quand même le dire que c'est quand même un candidat assez complet de cette saison, c'est peut-être l'un des meilleurs avec Bastien, donc bravo, au moins il est stratège, pas comme Bastien. Donc vraiment très bon candidat, très belle épreuve. Le parcours du combattant, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai bien aimé aussi le labyrinthe, pourquoi pas, en plus ça a mis un peu de suspense. Donc bien aimé les épreuves. Le confort, c'était un fiasco total, c'était hyper long, on s'est fait chier, en plus le confort lui-même n'était pas ouf du tout, à part l'appel aux proches et la bouffe asiatique, ok super, mais sinon pas ouf non plus. Et les tractations, voilà, c'était plutôt court, alors d'habitude c'est plus long, et pas de grosses surprises au conseil, et malheureusement un final d'épisode un peu décevant vu qu'Anne-Sophie est sortie et le gars a sorti son collier pour rien, donc tout ce que je voulais pas, donc je suis un peu dégoûté par la finalité de cet épisode, et j'ai trouvé que ça avait du mal à démarrer aussi. D'habitude ça s'enchaîne direct, on a vite fait une discussion après le conseil, et bam, épreuve de confort, et là non, ça a traîné, j'ai l'impression qu'il y a certains passages, ils les ont mis pour
pour remplir l'épisode, donc un peu déçu. Pas une catastrophe, mais pas un épisode qui rentrera dans les annales clairement. Au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les femmes cette fois. On va commencer avec Luana qui a clairement été très bonne dans cet épisode. Non seulement elle est dans la stratégie dominante, socialement ça tient la route, elle est en bon terme avec Maxime, il n'y a pas eu de clash, elle a eu un bon confort grâce à François, elle a bien mangé, elle a bien dormi, elle a pu appeler sa maman et en plus elle a remporté l'épreuve d'immunité. Donc vraiment Luana est super bien placée. Je l'aime un peu moins qu'avant, je vous avoue. J'ai de plus en plus de mal à m'y attacher. Mais par contre, je comprends pas l'acharnement qu'elle a contré sur Twitter. Vraiment, c'est trop. Pas une sorcière, c'est pas une peste. Je trouve pas. Certes, elle a un gros caractère, mais je trouve pas qu'elle est si horrible que ça. Oui, elle a pas assumé certains de ses actes, clairement, comme Colin, ou même là, le fait d'avoir mis Maxime dans le viseur et pas l'assumer. Heureusement que Bastien lui a mis sa vérité devant elle. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a trop d'acharnement. C'est quand même une belle candidate. Sur les épreuves, ça peut être une potentielle Jade, ou Christina, ou Clémence, ou vraiment une grosse candidate. Donc c'est vraiment top. À voir par la suite, mais je pense qu'elle peut aller très très loin. Ça peut être une potentielle finaliste, peut-être gagnante, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est dans le top des potentiels gagnants. Ensuite, Ambre, donc c'est un peu comme Luana, elle est pas très aimée sur les réseaux, je ne comprends pas pourquoi, pourtant elle fait pas trop haineuse. Enfin, je trouve que c'est une bonne candidate, elle tient la route sur les épreuves, elle est dans la bonne stratégie, elle est plutôt sympathique, elle a un bon social. Moi, je l'aime bien, ça peut être une potentielle gagnante également. Si c'est un pagonging classique, elle peut vraiment aller tranquillement en finale et potentiellement gagner. Donc voilà, je la déteste pas, je l'adore pas de malade, psychopathe et tout, mais je trouve que c'est quand même une bonne candidate et je ne comprends pas l'acharnement contre elle, donc voilà, plutôt positif pour Ambre quand même. Ensuite, Géraldine, c'est un petit peu la surprise, hein. C'est vrai que c'était la petite Casper depuis le début de la saison. On l'a vu quelques fois un petit peu briller, mais je trouve que sur les épreuves, vraiment, elle se réveille. Ça fait plusieurs fois que je fais la réflexion comme quoi elle est vraiment pas trop pourrie sur les épreuves. Après, je vais dire pour son âge, alors qu'elle a pas 60 ans non plus. Mais je veux dire, c'est la doyenne, elle tient la route, vraiment. Je pense qu'elle a un super bon social parce que j'ai l'impression que tout le monde l'aime bien, tout le monde l'apprécie. En tout cas, elle est jamais menacée. Même quand elle était en équipe, elle semblait peut-être la plus faible. Jamais été menacée. Donc vraiment, bonne candidate. Moi, c'est assez neutre. Je vais pas vous le cacher, hein. Je sais pas ma préférée et clairement, c'est pas celle que je déteste le plus. Mais voilà, elle est au milieu, voilà, in the middle. Géraldine, j'aime bien, mais si elle sort, rien à foutre. Ensuite, Olga, donc ma préférée, mais je n'ai pas d'argument, désolé, j'aime bien sa personnalité, c'est comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne l'aiment pas aussi sur les réseaux. Je ne sais pas pourquoi, mais... Bon, ok. Mais vraiment, c'est une candidate que j'aime bien, je la trouve fraîche, je trouve qu'elle est déterminée. Ça va être compliqué pour elle, hein, clairement. Il y en a certains d'entre vous qui disent que c'est la gagnante. Je suis très curieuse de voir comment elle va réussir à atteindre la finale. Là, je pense qu'elle va avoir un bon coup du sort pour les binômes. Je pense qu'elle va être avec François. Donc, elle sera au moins safe pour l'épisode 12. Après, quand ils seront plus que 8, ça va être un peu plus compliqué. On verra bien par la suite parce que je pense qu'elle a un petit capital sympathie tout de même. Est-ce qu'un Maxime ne sera pas sacrifié ou un Jean-Charles? À voir. Surtout qu'il y aura sûrement une autre épreuve éliminatoire. Donc tout peut se jouer. En tout cas, c'est une candidate que j'aime beaucoup et je suis dégoûté qu'elle ait perdu sa copine et surtout qu'elle ait gâché son collier d'immunité. Et ensuite, Anne-Sophie, bon, bien trop discrète, hein, clairement. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu dans la saison. Pourtant, je trouve qu'elle avait une belle personnalité, hyper attachante, bonne stratège sur le papier. Après, en pratique, c'était un peu plus compliqué. Sur les épreuves, pas dégueulasse, même si elle n'est pas incroyable non plus, mais elle a prouvé à certaines épreuves qu'elle avait été bonne, comme par exemple les espèces de bâtons sur les mains contre Luana, elle était en finale quand même. Donc bonne candidate en résumé. Peut-être qu'elle pourrait revenir aux All-Stars. Pas sûr, hein, on a tout vu, on a quand même vu Cassandre et Sandra revenir, donc tout est possible. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé, assez positif, c'est pas une de mes favoris, mais en tout cas, je trouve ça dommage qu'elle s'en aille, et je trouve qu'elle a eu un très beau départ. Franchement, chapeau à elle, c'est tout à son honneur, donc félicitations Anne-Sophie pour ton parcours. Et ensuite, pour finir, les garçons avec François qui domine vraiment la saison, limite à 100%, même si je l'ai beaucoup clashé dans cette review en mode mal alpha, j'ai un melon. Il avait pas un melon tout le temps quand même, mais il y a eu certains passages où il avait quand même le melon, mais il est complet quoi, super bon sur les épreuves, super bon en stratégie, en survie, il est pas dégueulasse et il a un très bon social. Malgré cette personnalité très imposante, les gens l'aiment bien quoi. Ils veulent pas voter contre lui, ils veulent pas le sortir quoi. Donc je pense qu'il peut potentiellement aussi gagner hein, François. Après, vu le portrait qu'il a et vu les plans qu'il a et tout machin, je le vois pas remporter la saison, mais pourquoi pas, on sait jamais. Hein. Honnêtement, c'est un bon candidat. Moi, je le trouve pas du tout attachant, à part quand il pleure. Vraiment, ça me touche. Je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous l'expliquer. Je pense que le fait qu'il soit une grosse montagne comme ça, qui pleure, ça me touche un peu plus que les autres. En tout cas, je peux comprendre qu'on l'adore, mais je le trouve pas du tout attachant, malheureusement. Donc, avis assez mitigé. Ça m'embêterait un peu qu'il gagne, même s'il le mérite. Mais voilà, un peu du mal à m'attacher à sa personnalité, tout simplement. Ensuite, Fouzi, mon petit favori. Bon, il était un peu trop présent dans l'épisode. On a trop vu parler de son père, blablabla. Je comprends, c'est très touchant, la famille, tout ça, mais on l'a beaucoup vu parler de son père. Il a quand même eu un bon montage, même si son portrait était un peu trop américanisé, un peu manichéen en fait, un peu genre je suis le grand héros qui a beaucoup souffert mais qui s'est relevé de tous ces obstacles, voilà, bravo, grand Superman. Même si je l'adore vraiment, c'était un peu too much pour moi. C'est un bon candidat, il avait vraiment un
bon montage là dans cet épisode. Il est pas ouf sur les épreuves, clairement, mais en tout cas, je pense qu'il peut potentiellement aller très loin. Il est dans une bonne stratégie et surtout, c'est le bras droit de François. Donc, à moins que François se fasse couper la tête avant le carré, il peut potentiellement aller très loin. En tout cas, moi, je l'aime bien, Fouzi. Je trouve que c'est une belle personnalité. Je le trouve très attachant et en tout cas, il doit être très sympa dans la vie, donc ça donne envie de le découvrir. Ensuite, Maxime, que je trouve moins détestable que dans les épisodes d'avant, et je trouve qu'il est moins massacré au montage, même s'il y a eu 2-3 répliques qui ont été mises en avant en mode regardez, Maxime, il est un peu chiant. Mais voilà, je m'attendais un peu à Maxime traître, donc je suis un peu déçu qu'il ait pas retourné sa veste. Et je peux comprendre qu'on le déteste, mais moi, je trouve qu'on s'acharne un peu trop sur lui, du coup, il me fait de la peine. Donc j'espère que soit il sorte rapidement, parce que c'est vrai qu'il commence à être agaçant, soit vraiment il retourne sa veste vraiment et qu'il fasse le traître vraiment à fond, quoi. Donc j'ai d'espoir sur Maxime, mais je peux comprendre que la principale, moi, je suis assez neutre sur lui. Ensuite, Jean-Charles, qui ne sert pas à grand-chose, clairement, qui est nul en épreuve. En social, bon, ça passe, mais c'est pas foufou. Voilà, il est juste bon en survie. Voilà, il sait faire le feu, il pêche des petites sèches. Voilà, il est bon, mais il est pas très utile dans cette saison. N'a pas fait grand chose, il est juste très attachant. Voilà, physiquement, il est tout en sourire, il a une voix douce, il est posé, il se prend pas la tête. On sent que c'est quelqu'un de très gentil qui veut que du bien, donc on a envie d'être son pote, mais ça reste là, quoi. En tant que candidat de Koh-Lanta, on voit qu'il regarde pas Koh-Lanta, clairement. À côté de certains candidats, ils ont eu toutes les saisons de Survivor, ils sont pris, ils sont au taquet, ils ont le couteau entre les dents, ils veulent trahir tout le monde. On n'est pas dans un Ravière ou un Maz, là, clairement. Mais voilà, il est attachant, pas très utile, c'est comme un petit ourson en plus sur son lit. C'est pas utile, mais on s'y attache. On n'a pas envie de l'enlever, il fait plaisir. Ensuite, Bastien, qui au début je n'aimais pas du tout, je vous avais confessé que j'avais du mal avec sa personnalité tout simplement. Et en fait, le fait qu'il soit bon dans les épreuves et qu'il ait un bon social, parce que vraiment, je pense que tout le monde l'apprécie, je trouve plutôt sympa. Après, je le trouve pas ultra attachant non plus, mais je me dis, il gagne des points parce que malgré sa force sur les épreuves, il est pas menacé. Donc, il peut potentiellement percer. Il me fait penser un peu à Hugo, en version low cost, on va se mentir, même si Bastien est un très bon aventurier, c'est pas non plus Hugo, faut pas déconner. Mais en tout cas, voilà, je peux comprendre que les fans le défendent à mort, mais il faut pas défendre qu'un candidat que parce qu'il est fort en épreuve. Mais là, je trouve qu'il a un bon social. En survie, je pense qu'il est pas dégueulasse, on voit pas grand chose, mais je pense qu'il doit être trop pourri. C'est juste en stratégie, c'est n'importe quoi. Il peut avoir des bonnes idées, mais il fait n'importe quoi. Donc, à surveiller de près, Bastien, il peut potentiellement passer entre les mailles du filet. On verra ce que ça va donner au binôme ou sur une épreuve éliminatoire. Mais en tout cas, voilà. Je suis neutre positif, on va dire. Et pour finir, Nicolas, alors là, je suis pas neutre positif du tout, je suis négatif, clairement. Je suis passé par toutes les émotions avec Nicolas. Un coup, dès le début, je l'aimais pas du tout. Après, finalement, je m'y suis attaché parce qu'il était plutôt rigolo, il avait de la répartie, il défendait pas mal ses tas, machin et tout. Et puis là, depuis qu'il a fait le traître, en fait, ça m'agace. Parce que c'est même pas rigolo, en fait. C'est vraiment pas intéressant, il n'aide pas les gens que j'aime bien, en plus. Donc, en plus, il fait la morale à certains candidats, alors qu'il fait pire. Voilà. Et puis, il a trop parlé de ses enfants, machin, il a trop pleuré. Ça m'a saoulé. Après, je peux comprendre qu'il soit attachant. Moi, j'ai par exemple un collègue avec qui je m'entends très bien qui m'a dit qu'il aimait bien. En plus, il venait de chez lui, nanana, etc. Ok, super. Mais moi, non. Et j'espère qu'il va se faire cramer, clairement. Parce qu'en plus, il a un montage de plus en plus dégueulasse. Donc, je crois pas du tout à la victoire de Nicolas à Koh-Lanta. Ou alors, je serais vraiment choqué parce qu'il y a quand même pas mal de candidats autour qui ont des beaux montages. Par exemple, Maxine avait un montage dégueulasse, mais elle a gagné quand même. Mais elle avait certains candidats autour d'elle qui étaient vraiment pas ouf. À part Arnaud et Vincent, un peu. Les autres, il y avait des montages soit neutres, soit pourris. Comme Lucie ou comme Shanice. Et en neutre, on avait Jonathan et Flavio qui étaient très gentils mais très neutres, quoi. Donc, je pense que ce montage dégueulasse avec des bons montages comme Olga, Fouzi ou même François ou même Louana, je pense que c'est mort pour lui. Il gagnera pas Koh-Lanta et tant mieux parce que clairement, il ne mérite pas. Et donc voilà, je pense que j'ai terminé ma review. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout parce que même moi au montage, des fois je me dis mais les gens ils regardent vraiment la vidéo jusqu'au bout, ils ont la rage. Donc merci du soutien, vraiment. C'est vraiment un réel bonheur de partager avec vous. Donc continuez à commenter, continuez à partager ma chaîne. Si vous voulez en parler à vos amis, n'hésitez pas. Surtout que je commence à avoir pas mal d'abonnés, donc ça fait vraiment plaisir. Plus de 500. Il y a quelques mois, jamais j'aurais pensé avoir autant de gens qui me suivent. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, déclenchez la cloche de notification pour avoir une petite notification quand je poste une vidéo. Mettez un pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que Clem Coco est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'essaie de poster fréquemment, donc n'hésitez pas à me suivre. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.